Normalement, je dis salut, mais bon, on s'est déjà vu. Salut, quand même. Comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, très bien. Je me sens bien. Je suis très ravie d'être ici avec vous. Eh ben, écoute, très cool. Moi aussi, je suis trop content d'être là. Ça me faisait hyper plaisir parce que déjà, ça fait un bail, je pense que je te suis sur les réseaux. Ok. Donc, il y a un petit côté où, tu sais, forcément, on en parlait un peu ce midi, où tu connais un peu les gens, Ouais. où tu t'attaches un peu, tu te dis, ah tiens, c'est stylé. Et j'ai trop kiffé la journée, là, pour l'instant. Trop bien. Petit essai ce matin, on se régale. Tu nous as montré tes talents en freestyle. J'avais la meilleure prof du monde, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Mais écoute, je suis trop content d'être là. Ouais, j'ai envie de vraiment découvrir le foot freestyle avec toi. J'ai envie de parler de réseaux sociaux, j'ai envie de parler de voyage, j'ai envie de parler de motivation, de développement personnel aussi, parce que je crois que toi t'es tombé dedans il y a un petit moment. Exact. Et ça te guide beaucoup. Donc on a un très joli programme ensemble. Mais la toute première question que j'ai posée à 210 personnes, 210 athlètes qui sont venus sur le podcast, c'est quel est ton premier souvenir de sport? Waouh. Le tout premier, je pense que j'ai 3-4 ans et que c'est au football avec mon frère. Parce que j'ai un grand frère qui a 3 ans de plus que moi. Et je voulais faire tout ce qu'il faisait. Et il me semble qu'il s'est mis au foot, du coup, quand il avait 6 ans. Et du coup, je l'ai suivi et j'ai voulu aller faire du foot. Et il me semble qu'à 3 ans et demi, 4 ans, j'ai intégré ma première équipe de petits débutants. Et c'est la première fois que j'ai touché un ballon. Et je me souviens un peu de l'endroit, du mood, de rencontrer les gens pour la première fois et de faire comme le grand frère. Et bon sentiment. Ok. Donc c'était vraiment poursuivre le grand frère. Ouais, Quoi. ouais, Ok. ouais. Je voulais être avec lui tout le temps. Il a dû en avoir marre, le pauvre de moi. La petite sœur qui me colle au masque. Ah, vraiment. Ah, mais t'inquiète, que ça soit petite sœur, petit frère, c'est la même chose. Alors, moi, le mien, il me suivait partout aussi. Et t'as joué combien de temps, du coup? Au foot, j'ai joué jusqu'à 11 ans. Donc, grosso modo, 6 ans, quoi. 6-7 ans, je dirais. Ok. Et j'ai joué jusqu'à avoir un assez bon niveau, je crois. Ok. Sans vouloir me jeter des fleurs ou quoi, je crois que ça va, j'assurais pas mal. Et puis j'aimais ça, en vrai. J'adorais ça. Mais je sais pas si je peux résumer très brièvement, mais en gros, j'ai un peu été dégoûtée du sport de par la mentalité qu'il y avait autour et de par les gens qui m'entouraient quand je pratiquais, en gros. Et du coup, j'ai arrêté à 11 ans, du jour au lendemain, vraiment. J'ai dit, bon, stop, c'était mon dernier match, au revoir. Ok. Donc, voilà. Concrètement, qu'est-ce qui t'a dégoûté? Je sais pas si c'est encore pareil aujourd'hui, mais à l'époque, le foot féminin, c'était pas forcément très bien mis en avant. On avait un peu cette étiquette du fameux garçon manqué, tu sais, quand tu faisais du foot. J'ai toujours détesté cette étiquette-là, d'ailleurs. Mais puis même, c'était pas super développé. Donc, au final, trouver des équipes et tout, c'était compliqué. Il y avait énormément de personnes contre qui on jouait qui étaient là pour s'amuser, entre guillemets, et qui, du coup, savaient pas faire 2 passes, on va pas se mentir. Et moi, j'ai toujours été un peu en mode j'ai envie de compète, de gagner, de faire des trucs et tout. Donc c'était compliqué. Et puis j'ai vite compris que le sport co, c'était pas pour moi. J'ai vite compris que moi, j'aimais beaucoup dépendre que de moi-même et me faire violence à moi-même et pouvoir m'en prendre qu'à moi-même, surtout si je perdais ou si je faisais quelque chose de travers, quoi. Ok. T'engueulais tes coéquipières quand t'as fait des connes? Non, mais j'étais déçue parce que je me disais c'est dommage, moi j'ai cette envie-là de gagner, elles non, elles sont là pour s'amuser et du coup on n'a pas les mêmes objectifs, donc ça me frustre, tu vois. J'ai pas les résultats que je veux parce que les autres n'ont pas les mêmes attentes, tout simplement. Ouais. C'est marrant que tu parles de ça. J'ai eu une conversation avec un de mes coéquipiers de rugby et tu vois, c'était le genre de mec toujours souriant, positif sur un terrain. Et lui, il disait en fait, lui, il avait beaucoup de mal. Justement avec quand les coéquipiers faisaient de la merde et tu sais c'est trop surprenant et il me disait non mais en fait je marronnais dans ma tête pendant mes 48 heures après un match me dire putain mais pourquoi lui il a pas rattrapé ma passe, tu vois. Ah, je vois, ouais. Et souvent c'est ceux qu'en montre le moins qui n'en pensent pas toujours plus, c'est vrai. C'est ça qui est dur dans le sport co. Il y a beaucoup de choses très positives, évidemment, mais le côté un peu frustrant de dépendre, entre guillemets, de tes coéquipiers, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu complexe. Après, il y a des gens pour qui c'est fait et d'autres non, je pense. Ouais, puis faut accepter les erreurs chez les autres. C'est ça. Accepter les autres de manière générale, quoi. Et accepter que tout dépend pas de toi, quoi. Exact. Mais il y a du gros positif là-dedans. Ça te fait évoluer sur plein de points et surtout sur la patience et sur un peu la compassion des autres et tout, tu vois. Ouais. Mais c'était pas pour moi. Ok.
Pourquoi t'aimais pas qu'on dise que t'es masculine? Parce qu'à l'époque, je sais pas, je pense que je manquais beaucoup de confiance en moi, déjà. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, mais à l'époque, je pense que j'aimais pas trop le fait qu'on me mette dans cette case-là elle a que des copains garçons, elle fait que des sports de garçons, donc c'est un garçon manqué. Déjà, cette expression, elle veut rien dire, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ça n'a aucun sens. Très péjoratif. Ouais. Très péjoratif et ça n'a aucun sens. C'est pas... Aujourd'hui, c'est un peu plus vers là-dessus, mais c'est pas parce que t'aimes les voitures et le football que... Enfin, j'ai jamais trop compris ça. Mais aujourd'hui, j'ai aucun souci avec ça. Tu peux me dire, yeux dans les yeux, t'es très masculine, t'es un garçon manqué. Je vais dire oui, et quel est le problème? Enfin, je suis bien comme ça et il n'y a pas de souci, tu vois. Mais quand j'étais petite, ouais, j'avais pas confiance en moi. J'avais pas un entourage qui m'aidait à prendre confiance là-dedans, je pense. Ouais. Et du coup, ça fait que j'aimais pas, quoi. J'avais vraiment l'impression qu'on me jugeait sur un truc qui, moi, me faisait kiffer, tu vois. Le foot, les voitures, tout ça, moi, j'aimais beaucoup, tu vois. Ouais. Après, c'est mon frère qui m'a influencé là-dedans, je pense, et je le remercie parce que j'aime bien. Voilà. C'est marrant que tu dis ça. Moi, on m'a souvent dit que j'étais un mec très féminin dans mon adolescence. Okay. J'avais les cheveux longs, genre queue de cheval et tout, tu vois, vraiment très long. Je faisais du théâtre. Okay. J'avais 20 sur 20 en poésie. J'avais une écriture, alors là, ça se voit pas trop, mais j'avais une écriture en tout cas, qu'on pourrait plus se dire qu'elle est féminine, je vois ce que tu vois, j'étais assez propre. Et tu l'as vécu comment? C'était assez particulier parce que d'un côté, j'avais beaucoup d'hyperactivité, donc j'étais une pile électrique tout le temps. Ouais. J'étais dissipé un peu en cours. Ouais. Et si tu veux, j'étais extrêmement timide avec les filles. Mais du coup, tu vois, c'était un peu bizarre. Et moi, ça a créé beaucoup de colère, quoi, en moi. Au tennis, tu vois, quand je jouais, j'avais ma casquette à l'envers, ma queue de cheval. Et dès qu'il y avait une remarque d'un père, tu vois, dire... Là, il y a une jeune fille sur le terrain, ça me piquait. Ouais, je comprends. Mais souvent, ça se transformait en force. Des fois, je dégoupillais, mais souvent, ça se transformait ça m'endurcissait dans le bon côté, quoi. C'est très bien, du coup. Mais c'est pas facile, tu vois. Ouais. Je trouve quand t'es ado qu'on remette en question ton genre. Oui, c'est ça. Surtout que c'est le moment où tu te construis et où t'essayes un peu de te comprendre un peu, tu vois, et... C'est vrai que mettre quelqu'un dans une case comme ça, si jeune, ou lui faire des critiques par rapport à quelque chose qu'il fait différemment, je trouve ça pas terrible, quoi. Ouais. Mais bon, comme tu as dit, ça rend plus fort sur certains points. Moi, je sais que ça m'a endurci sur énormément de points et ça m'a permis d'avoir aujourd'hui très confiance en moi, justement, sur ce genre de points, quoi. Et c'est le type de remarque qu'on peut toujours te faire ? Non, beaucoup moins aujourd'hui, en vrai. Ouais. J'avoue que... peut-être dans mon dos. Mais en tout cas, en face ou quoi, non. T'entoures de toi ? Non. Okay. J'ai pas entendu ça depuis très longtemps. Mais j'ai quelqu'un de ma famille qui a un garçon, du coup, de 13 ans, qui a les cheveux longs, blonds, qui joue au foot et qui a une petite couette au foot. Et c'est vrai que des fois, là aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais il y a 2-3 ans, quand j'allais voir ses matchs, j'entendais des fois « Ah, mais on dirait une fille, nani ». Et moi, ça m'énervait, en fait, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je sais que ça peut toucher, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, je sais que lui, voilà, il est très mature là-dessus et qu'il s'en fout et qu'il aime cette coupe et qu'il va garder cette coupe et je le respecte beaucoup pour ça, pour son jeune âge. Mais je sais que ça pouvait le toucher à l'époque et tu sais, ça me ramenait un peu à la moi d'avant quand on disait « Ah, mais c'est le garçon manqué qui joue au foot. Ouais. » Je disais « les gens, ils font encore ça quand même, c'est pas ouf, tu vois. » Ouais, ça évolue dans le bon sens, mais... Il y a encore un peu, ouais. Il y a encore pas mal, ouais. Faut être honnête. T'as dit que t'avais beaucoup l'esprit de compétition. Ouais. Ça se voyait ou tu faisais partie justement de la team qui le garde pour ça? Ça se voyait. Tu sais, j'étais la personne quand on gagnait des compètes, parce que ça nous arrivait, attention, on a gagné 1 ou 2 tournois, qui partait avec la coupe. Tu sais, c'est moi qui disais non, les gars, parce que j'étais la seule fille de l'équipe à un moment, il y avait que des gars. Et la coupe, c'est moi qui pars avec à la maison, ok? C'est grâce à moi qu'on a gagné, alors que pas du tout, c'était grâce à tout le monde. J'étais persuadée que la coupe me revenait de droit, quoi. C'est exceptionnel. Ouais, vraiment. Okay, personne m'a stoppé, personne m'a dit bah non, pourquoi c'est toi qui l'as? Tout le monde m'a dit bah oui, prends. Parce que j'étais la seule fille d'équipe, donc c'est moi qui partais avec la coupe. Ok. Avec le recul, là, tu vois, avec la maturité et tu vois, un peu le travail que tu as pu faire sur toi, c'est quoi tous les bénéfices que tu en as tirés, tu vois, grandir dans un environnement un peu plus masculin et
Moi, je te pose la question parce que tu vois, bah là, aujourd'hui, même là, on publie un épisode avec Myriam Nicole, tu vois, qui est championne du monde de VTT de descente. Et tu sais, c'est un univers VTT de descente, tu vois. Donc, c'est les casques de vélo avec toutes les marques, tu vois, de boissons énergisantes, les grosses coudières, les gros gants, tu vois. Ça fait un peu, ils font un peu Robocops, tu vois. Ok, ouais, je vois. Super Rangers, tu vois. J'avais dit Power Rangers, pardon. Et elle m'a dit pendant longtemps en fait elle a oublié un peu la part de féminité qu'elle avait en elle, et que c'est le jour où elle a un peu renoué avec sa féminité, tu vois, avec des trucs, et c'était marrant, on en parle ouvertement dans le podcast. Elle dit le jour où j'ai recommencé à faire du shopping, à voir mes copines, à me faire les ongles et à kiffer en fait, et à ne plus culpabiliser, elle a fait un switch dans sa tête, tu vois. Et du coup et en même temps, elle dit qu'elle est trop contente d'avoir fait ça parce qu'elle s'est toujours comparée à des mecs et du coup, ça l'a tirée vers le haut. Toi, je sais que c'est un peu le cas aussi. Ouais, mais moi, genre, tu vois, le truc de faire du shopping, voir ses copines et tout, c'est pas quelque chose que j'ai fait ou que j'aime faire, je pense. En fait, moi, j'aime trop avoir des potes gars. Hein. Moi, je te jure, dans mon mindset, je me sens plus mentalité d'un gars que d'une fille, dans le sens où je veux pas, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on veut pas émettre de jugement, quoi, mais en fait, je pense que ma mentalité se rapproche beaucoup plus aujourd'hui d'un garçon que d'une fille sur certains points, tu vois. Genre, faire les ongles et tout, c'est pas quelque chose qui va me faire kiffer, tu vois. Mais mes potes qui vont me dire, est-ce que tu veux venir, je sais pas, faire un five ou faire de l'acrobranche ou tu sais, un truc comme ça, moi, je vais trop kiffer. C'est là où je vais le plus m'amuser, tu vois. Mais comment est-ce que tu prends soin de toi, alors? Je prends des bains, je fais des massages. Non, il y a plein de manières de prendre soin de soi, je pense. C'est pas forcément se faire les ongles, quoi, ça m'arrive, tu vois, de temps en temps, évidemment, mais c'est pas quelque chose qui me fait kiffer de fou, tu vois, d'aller faire les ongles ou quoi. Et je pense pas qu'il faut lier, genre, la fille à se faire les ongles, se faire les cheveux et tout, pas du tout. Je pense juste que, voilà, chaque personne a ses activités qui la font kiffer, tu vois. Moi, je sais que c'est le sport, voilà, j'ai besoin de sport dans ma vie. Si un jour je vais pas bien dans ma vie, je fais du sport, je sais que ça va aller bien, tu vois. Et je sais qu'il y a des personnes, voilà, c'est ce que tu as dit, c'est d'aller se faire les ongles ou de sortir avec ses copines ou quoi, et c'est normal, tu vois. Chaque personne est différente et encore heureux. Ouais, tu peux aimer les deux, quoi. Tu peux aussi, aimer le dimanche faire du VTT de descente et descendre une montagne. Et lundi, aller avec tes copines. Bûches, exactement. Et c'est ça qui est cool. Ok. Mais écoute, hyper intéressant. Mais et du coup, la question que je te posais, c'est est-ce que toi, t'en vois des bénéfices dans ta personnalité, tu vois, ou des choses que t'aimes bien et que tu te dis en fait c'était cool d'avoir grandi avec des mecs. Ouais, je vois les deux en fait. Je vois le bénéfice du côté de tu sais, je vais être amenée à avoir peut-être un peu plus de courage sur certains trucs ou être un peu plus casse-cou, genre à faire des trucs que certaines personnes peut-être se poseraient des questions, tu vois, parce que le fait d'avoir grandi avec des gars et d'avoir été dans un milieu de gars, on va pas se mentir, demain tu me dis viens, on va en parapente faire des jongles, vas-y, ok, viens, on t'accroche à une grue, tu fais des jongles, vas-y, ok, pas de souci, tu vois. Si j'avais grandi dans un milieu beaucoup plus féminin et tout, je pense que j'aurais été un peu moins amenée à me dire vas-y, tête baissée, on y va, tu vois. Après, peut-être que j'ai tort, hein, mais en tout cas, je pense que le bénéfice, c'est ça, c'est peut-être au niveau du courage, enfin, je sais pas. En fait, moi, en tout cas, les gens avec qui j'ai grandi, donc principalement des garçons, m'ont apporté une ouverture d'esprit et, je sais pas, un côté un peu pas prise de tête, tu vois, que je sais pas si je l'aurais eu ou pas en grandissant avec un côté féminin. J'en sais rien, je peux pas le dire. Le côté négatif, par contre, que j'ai eu, c'est justement ce côté féminité où, tu sais, t'es ado, t'as justement ces remarques de t'es un garçon manqué, nani, tu te poses des questions, tu commences à t'intéresser aux garçons aussi, tu vois, et tu vois que t'es différente des autres, et c'est ce côté de comment on fait pour être jolie. Tu sais, cette question-là de justement, est-ce que je dois aller me faire les ongles, est-ce que je dois. Tu sais, tu te poses des questions, c'est normal. T'as pas. Enfin, moi, je sais que ma maman m'a jamais amené là-dessus, tu vois, genre on n'avait pas une relation très fusionnelle et tout, elle m'a jamais dit si tu veux aujourd'hui je vais te montrer comment on fait ça ou ça, tu vois, genre jamais de maquillage, elle se maquille pas, jamais de comment on se coiffe et tout, donc c'est quelque chose que je me suis genre questionnée quand j'étais jeune, mais toute seule de mon côté, tu vois. Donc ça c'est un peu le côté négatif que j'ai eu, de pas avoir de côté féminin autour de moi, en tout cas quand j'étais petite. Mais ça m'a pas posé plus de problèmes que ça. Après, tu vois, là, on parle de maquillage et tout, truc un peu cliché. Ouais, très cliché, mais c'est vrai que quand t'as parlé des ongles, en fait, je sais pas, je suis restée là-dessus. Mais tu vois, il peut y avoir plein d'autres choses, tu vois. Et je pense que, tu vois, c'est une bonne chose aussi de se détacher un peu
de ce côté un peu paraître, tu vois, Oui, clairement. de l'apprêtement un peu superficiel, tu vois. Et tu vois, bizarrement, moi, ma petite amie, tu vois, c'est une ancienne mannequin. Et elle a été, tu vois, elle se voit un peu comme travailleuse du corps, tu vois, et qu'on voit qu'on a un peu utilisé son corps. Elle a maquillé, elle a l'utilisé un peu tout le temps. Et du coup, elle s'est vachement détachée de ça, quoi. Ok, comment je me réapproprie mon corps, et elle se maquille très peu. Elle s'habille de manière très simple, tu vois. Donc, je pense que ne pas avoir, tu vois, cet apprêtement hyper présent dans ta vie, c'est pas non plus un gros manque. Non, c'est pas un souci, mais après, c'est sûr que c'est une question que tu te poses. En tout cas, quand tu grandis dans un milieu très masculin, moi, c'est une question que je me suis posée. Après, répondre à ta question de quels sont les bénéfices, je sais pas, parce que en vrai, j'ai pas connu l'autre côté, tu vois. Mais je sais que moi, aujourd'hui, en tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise avec des gars. J'ai beaucoup plus de copains garçons, quoi, en tout cas, qu'avec des filles. Je sais pas pourquoi. Peut-être une habitude, peut-être je me sens mieux, je sais pas. C'est comme ça. Mais ouais, je vois. Et t'avais des rêves plus jeune? Bien sûr, j'en ai toujours eu, évidemment. T'en as toujours? J'en ai toujours, j'en aurai toujours. Mais quand j'étais petite, si on parle de l'âge du souvenir, du premier souvenir dans le sport, je pense que je voulais devenir footballeuse professionnelle à un certain moment. J'avais envie de vivre du foot parce que j'aimais ça et que c'était un peu le seul truc du moment qui me faisait vraiment vibrer, tu vois. Donc j'ai eu là. Après, il y a eu devenir pianiste. J'ai fait du piano pendant un moment, j'étais douée et ma famille avait pas mal d'espoir en moi, je crois. Et un peu comme toi avec le tennis, je crois, j'ai dit non, c'est bon, trop trop de pression sous les épaules. En plus, ça me plaît de moins en moins, donc non. Puis après, j'ai essayé un tas de trucs, mais vraiment beaucoup de sports différents. J'ai fait du judo, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de l'équitation, de la voltige, du basket, j'ai vraiment tout fait. Tout ça pour à 15 ans me dire de tout ça, qu'est-ce qui m'a plu le plus ? Le foot. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le freestyle foot, sans transition. En fait, c'est en voulant reprendre le foot à 15 ans. Pour la petite histoire, en gros, j'étais repartie voir mon ancien entraîneur de foot qui m'avait entraîné à 10-11 ans. Et je lui avais dit, voilà, là, j'ai 15 ans, je fais plus de sport et j'ai trop envie de reprendre le foot. Qu'est-ce que je peux faire ? Et il m'avait dit, si tu veux, il y a un lycée à Toulouse là qui va faire des tests de recrutement où ils vont prendre des nouveaux élèves et il y a l'option foot et tout, ça peut être très cool pour toi qui cherches un nouveau lycée. J'étais en mode, trop bien. Et donc, je vais faire les tests la semaine d'après. C'était vraiment une semaine après. C'est le temps de prépa très long. Mais surtout que j'avais pas mis un pied sur un terrain depuis 6 ans, tu vois. C'est à prendre en compte, quand même. Je sais pas s'il avait réalisé ça, lui, mais moi, je l'avais pas réalisé. Je m'étais dit que j'avais un don et que j'allais performer, tu vois. Pas du tout. Ça marche pas comme ça, la vie. Et du coup, j'arrive le jour J et évidemment, je suis très nulle. Ça fait 6 ans que je me suis pas placée sur un terrain. Faut savoir que la dernière fois que j'ai joué, c'était sur des petits terrains. Je crois à 10-11 ans, tu joues pas sur les grands terrains. Là, je suis sur un grand terrain d'un coup. Je me suis dit, waouh! Et j'ai pas touché un ballon depuis 6 ans, quoi. Donc, je m'étais un peu entraînée la semaine là, à essayer de faire des tirs au but et tout, mais rien de fou, quoi. Et bref, du coup, je perf pas du tout. Et à la fin des tests, souvent, on te demande de faire un côté technique où tu dois faire 50 jongles du pied droit, du pied gauche et de la tête. En gros, c'est ce qu'on te demande au foot. Et moi, c'est mon moment. Et je fais 4, 4 et 2, ou peut-être 6 du droit, je sais plus. Mais vraiment ridicule, tu vois. Et je vois toutes les filles passer à côté, elles font toutes 50 et tout, voire 40 si tu veux, mais je suis la plus nulle, tu vois. Et en fait, c'est ce côté un peu frustration quand je vois les autres réussir et pas moi, où je suis rentrée chez moi, littéralement 1 heure après. Je suis arrivée dans le jardin, j'ai pris le ballon et pendant 2 semaines, tous les jours, pendant 2-3 heures, je m'entraînais à jongler. Je savais pas faire 5 jongles, hein, vraiment. Et j'ai appris à jongler des 2 pieds, du coup, pour ensuite voir si je pouvais rajouter un tour du monde ou quoi, tu vois, parce que j'avais vu des filles le faire là-bas. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai découvert le freestyle foot. J'ai écrit comment apprendre à faire un geste technique en foot, je sais plus ce que j'avais mis, tu vois. Et en fait, je suis tombée sur des tutos de freestyle foot, et en dessous, il y avait une vidéo qui s'appelle Freestyle is my life, my passion. Elle dure 10 minutes, et c'est vraiment tous les freestylers de l'époque, les meilleurs mondiaux. C'était une vidéo compilation des meilleurs gestes, tu vois. Et je l'ai regardée en entière. Je me souviens très bien d'avoir fait cette action. Je me souviens trop, je suis devant mon petit PC Dell, là, blanc. Je suis sur le canapé. Je me souviens trop de ce moment. J'ai fini la vidéo, j'avais des étoiles dans les yeux, tu sais. J'ai fait partager sur le mur Facebook à l'époque. Et je me souviens avoir mis, à partir de maintenant, travail. Point. J'ai partagé ça. C'est vraiment Matrix direct. Et je me souviens encore du premier commentaire de ce post que j'ai supprimé parce que j'avais eu honte après. Et je regrette, j'aurais dû le laisser. Qui disait MDR, tu n'y arriveras jamais.
Et ça m'a mindfuck. Je te promets que pendant les premiers mois, je crois que je me suis entraînée que pour ce commentaire. Et du coup, c'est comme ça que j'ai charbonné. En fait, je suis tombée amoureuse du sport, tu vois, juste esthétiquement, en fait. J'ai vu les vidéos et je me suis dit, waouh, mais c'est trop stylé, je veux faire ça. Et en plus, à l'époque, il y avait que des mecs. Ouais, il y avait pas beaucoup de filles. Il y avait quand même Mélo qui était déjà 3 fois ou 4 fois championne du monde, je crois. Il y avait quand même, en vrai, il y avait quand même du monde. Mais je pense qu'en compétition, elle devait être 5, tu vois. Donc, ce qui est très peu. Aujourd'hui, championnat du monde, on était 45. Donc, il y a du mieux. C'est un autre niveau. C'est pas pareil. Instantanément, quoi. Ah ouais, direct, coup de foudre. Je crois au coup de foudre, du coup, moi. J'en ai eu un, là, ce jour-là. Ok. Et là, tu sais déjà que tu veux faire une carrière pro? Pas du tout. En fait, à ce moment-là, pour un peu aller dans la profondeur du sujet, c'est très compliqué dans ma vie. Mes parents ont divorcé 2 ans avant. Le divorce se passe très mal. Mon frère et moi, on est beaucoup entre ça. Et aujourd'hui, j'ai aucun problème à en parler. Mais sur le moment, c'était très compliqué pour moi. Parce qu'on se retrouve à choisir entre l'un et l'autre. Tu vois, il n'y a aucun des deux qui fait d'effort pour dire bah, ça va bien se passer, pas de souci. Non, c'est vraiment, on va vous mettre dans la merde avec nous, il n'y a pas de souci. Et les enfants sont toujours les juges des divorces. On devait vraiment donner l'opinion sur chaque truc, prendre parti d'un autre. Et mon frère, on était fatigués, tu vois. Et en fait, il faut savoir que moi, j'ai toujours eu une maman un peu stricte et un papa très open, un peu trop, un peu gamin, tu vois, sur les bords. Et à 13 ans, quand t'as le choix entre aller sur le côté strict où t'as pas trop de liberté et le côté tu peux rentrer à minuit, y a pas de souci. Malheureusement, tu choisis pas forcément le bon bord. Et du coup, mon frère et moi, on était partis vivre chez notre père, qui avait du coup pris une maison à genre 15-20 minutes en voiture de là où on habite avant. Et en fait, mon père a vite trouvé quelqu'un d'autre et on s'est retrouvés vite tout seul, tu vois. Et du coup, pour aller au lycée et tout, c'était un peu compliqué parce que quand t'as 15 ans, t'as pas forcément de permis pour bouger. Moi, je me souviens, c'était un peu galère. En gros, la maison, elle était à 1,2 km de l'arrêt de bus pour aller au lycée. Le matin à 6h, ça veut dire que tu dois faire les 1 km à pied, prendre le bus, arriver à l'école à 7h. Galère, tu vois. À 15 ans, t'es pas déter. En plus, il y a Black Ops 2 sur la PS3 à ce même moment. Donc mais du coup, j'ai un peu lâché les cours comme ça. Faut savoir que j'en ai pas parlé, mais moi, j'avais sauté une classe quand j'étais petite. J'avais été diagnostiquée, c'est quoi déjà, HPI, je crois. Je sais plus. En gros, ils m'avaient fait des tests de QI, mes parents un peu matrixés. Et en plus de ça. Je suis pas du tout étonné, quoi. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'y penser. Elle est au courant de ce truc ou pas? Et donc, j'ai eu ce truc. Et en plus de ça, j'avais l'hyperactivité comme toi. Mais violent. Genre hard. Et mes parents, ma mère n'a jamais voulu me donner de traitement là-dessus. Elle faisait tout avec comment ça s'appelle, les fleurs de bac, là. Ça a très bien marché sur moi. Ouais, ça a marché sur moi. Mais ouais, hyperactive à mort et tout. Donc, galère pour les parents à gérer, tu vois. Et en fait, concentration en cours, du coup, catastrophique. Très forte en cours les premières années, pas de soucis, c'est rigolo. On est en CM2, on fait des coloriages, c'est génial. Par contre, dès qu'on arrive au collège et que je vois que je suis 7 heures assise sur une chaise et qu'on me dit faire le théorème de Thalès et que je comprends direct que ça va me servir à rien, je me dis, non. Et du coup, je lâche. En plus de ça, il y a les problèmes à la maison qui font que je suis un peu dissipée, je me fais remarquer en cours, je suis pas forcément très respectueuse envers les profs et tout. Enfin, vraiment pas une bonne période. Et du coup, en fait, à ce moment-là, mon frère, il va avoir 18 ans. Et littéralement, mon père vient dans l'appart où on vit, du coup, parce que on a déménagé de la maison avec la galère d'aller en bus quand il a vu qu'on n'allait plus en cours, clairement à cause de Black Ops, pas du tout à cause de la marche du bus. Il a dit très bien, on va prendre un appart devant le lycée, plus d'excuses. Donc en gros, il a pris un appart, c'était moins cher, c'était très cool pour lui. De toute façon, lui, il vivait chez sa copine depuis un petit moment, tu vois, on le voyait pas trop. Donc aucun souci pour lui. Donc on se retrouve dans cet appart vraiment devant mon lycée. Je vais toujours pas en cours parce qu'il y a toujours Black Ops à ce moment-là. Et je me souviens de ce moment où il vient et il dit à mon frère, voilà, t'as 18 ans, tu t'en vas. Vraiment ce moment mythique où je me dis, mais j'ai 15 ans, je vais vivre solo, c'est quoi ça, tu vois. Et donc, je me suis retrouvée à vivre seule de 15 à 18 ans dans cet appart. Et donc, c'est à ce moment que je lâche totalement les cours et que le freestyle me sauve parce que à 15 ans, quand t'arrêtes les cours, généralement, tu finis pas bien, tu vois, si t'as pas une passion ou un truc qui te maintient. Et en fait, moi, j'ai plus de repères, j'ai rien, tu vois. Mais à ce moment-là, moi, je me dis, mais je m'en fous. Tu sais, en fait, aujourd'hui, je réalise un peu que c'est galère, tu vois, ce qui m'est arrivé. Sur le moment, pas du tout. J'ai un appart pour moi toute seule, j'ai mon lycée à côté avec mes potes, je fais du freestyle, c'est trop stylé, tu vois. Donc, j'allais au lycée 1 ou 2 fois par semaine pour faire acte de présence, c'est ça, et pour pas qu'on me fasse trop chier avec les mineurs, elle va pas en cours, tu vois. C'était un peu obligatoire jusqu'à 16 ans, je crois. Et d'un autre côté, moi, je m'entraîne, et plus je m'entraîne, et plus je suis prise de passion par ce truc. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, des fois, mes entraînements, ils allaient jusqu'à 6-7 heures par jour, c'était n'importe quoi. Et donc, je commençais le matin, je me disais, je vais aller en cours l'après, mais non, l'après-midi, je vais m'entraîner. Et j'allais de moins en moins en cours, tu vois.
Et il y a un événement qui s'est produit à mon lycée qui m'a fait vraiment ne plus jamais y retourner. C'était un lycée pro, tu vois. J'avais rien à faire dans un lycée pro, honnêtement. J'avais choisi ça parce que voilà, je m'en foutais des cours. Et il y avait mon cousin dans ma classe à ce moment-là. Et un jour, il vient à l'appart, parce que du coup, mes potes venaient souvent à l'appart, tu vois, pour manger ou pour jouer à la play ou des trucs comme ça. J'étais un peu la pote trop bien parce qu'elle a vraiment son appart seule à 15 ans en face du lycée. Donc, et tu m'étonnes que les mecs, ils devaient t'adorer, quoi. Tous les rebelles. C'est pour ça que j'avais des amis. Mais du coup, mon cousin, il vient, il fait « Oh, le CPE, aujourd'hui, il t'a affiché devant tout le monde. » Et tu sais, c'est le moment où vraiment la confiance en soi, elle est pas du tout là. Avec tout ce que je traverse et tout, moi, je fais du freestyle parce que j'aime bien ça, mais tout le reste, je suis pas à l'aise, tu vois. Et je dis « Comment ça ?» et tout. Il me fait « il est venu nous parler de l'absentéisme et tout. » Et à un moment, il a pris ton cas, il a dit « Vous voyez, typiquement, si vous faites comme elle, vous allez finir clocharde. » Comme ça, devant tout le monde. Et apparemment, les gens ont rigolé et tout. Et quand mon cousin il me dit ça, je me dis « Ah ouais, ok. » Très bien. Je dis rien, tu sais, mais ça m'a vexée. Parce que le gars, il savait très bien ma situation. Il l'ignorait, tu vois. Il savait que ça allait pas à la maison et tout. Et il fait ça devant tout le monde alors que tu convoques l'élève, tu lui parles, c'est ton rôle, tu vois. C'est le rôle d'un CPE. Et ça m'a grave touchée. Et la petite revanche, c'est qu'aujourd'hui, sa fille me suit sur Insta. Si jamais. Donc ça, c'est ma petite revanche perso. Mais non, du coup, à cause de cette remarque, j'ai totalement arrêté le lycée. Donc, j'ai arrêté à 15 ans et demi, 16 ans, il me semble. Je me suis mise dans le freestyle à fond. Mon frère m'a pas mal aidé et m'a soutenu là-dessus parce qu'il m'a aidé à aller à mes premières compètes, à rencontrer les premiers freestylers et tout. Et c'est comme ça que la machine s'est lancée. En vrai, c'est vraiment juste du travail, de la patience et des rencontres. C'est vraiment le meilleur résumé que je peux faire de ce sport. J'ai rencontré des gens qui m'ont permis de progresser suffisamment et d'avoir la mentalité qu'il fallait pour en arriver là où je suis aujourd'hui, je pense. Pas de plan B, quoi. Pas de plan B. Il y avait 0 plan B. Il y en a toujours pas, d'ailleurs. Mais t'y allais, quoi. Il n'y avait pas de plan A non plus. Je me suis jamais dit que j'allais vivre du freestyle. Et pourtant, en 2015, fin d'année, vraiment quand j'ai commencé le freestyle, j'étais allée voir Gauthier Fayol, qui est 6 fois ou 7 fois champion du monde en catégorie show. Donc, il y a un bon freestyler qui fait vraiment de ça son métier, tu vois. Et je l'avais vu en show et c'est vraiment le premier freestyler que j'ai vu de toute ma vie entière. J'ai pu discuter avec, on a fait des photos et tout. J'étais vraiment la petite fangirl, tu vois. Tu te rappelles quand je t'ai dit que j'avais tapé des tutoriels sur YouTube, c'est lui qui les faisait, les tutoriels. Okay. Donc vraiment la petite fan et tout. J'étais trop fière de le rencontrer et tout. Et lui, ce jour-là, il m'avait dit qu'il en vivait. Je me rappelle de ce moment, mais je te promets qu'à aucun moment ça a percute dans ma tête et je me suis dit « Ah, je peux faire pareil !» À aucun moment, je dis « Ah, t'as envie ? Cool. » Oh, moi, je m'amuse. Moi, je fais des jongles dans mon jardin, je kiffe. Non, à aucun moment, j'ai percute, tu vois. Donc non, il n'y avait pas de plan A, il n'y avait pas de plan B, il y avait juste j'aime faire ça me permet d'oublier un peu les problèmes que j'ai en ce moment, je fais ça. Et je me pose aucune question, genre, sur la suite. Ok. C'est ce qui s'est passé. J'ai l'impression, que t'as... Après, en tant qu'ado, tu vois, on se rend rarement compte de la gravité des fois de la situation, tu vois. Et du coup, on comble, tu vois, un truc. Ouais, je pense que c'est ce qui s'est passé, ouais. Ok. Je pense pas que je m'en rendais compte et que je voyais plus le côté cool de « Ah, il est pas là, je suis tranquille, tu vois. » Alors qu'en vrai, il y avait des moments où tu te dis « Mais pourquoi c'est moi qui me fais à manger, c'est moi qui fais mes lessives. » Tu sais, t'as 15 ans, c'est chaud, en vrai. Ouais. Mais je pense que c'est ça qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui et moi, je suis trop fière. Si c'était à refaire, j'aimerais que ça se passe exactement comme ça s'est passé, tu vois. C'est vrai. Ouais. Là, il y a des parents qui sont en train d'écouter, qui sont en train de se dire « Je ne vais jamais faire écouter ça à mes enfants. » Après, c'est un cas de figure exceptionnel. Je dis pas que c'est le truc pour réussir. Je dis juste que j'ai réussi à en tirer du positif. Donc justement, il faut qu'ils fassent écouter ça à leurs enfants qui auront peut-être des galères plus tard et qui verront que même si tu rencontres des trucs un peu compliqués, tu peux faire des grandes choses derrière et ça dépend que de toi, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, au final, tu peux te donner les moyens de faire tout ce que tu veux au final. Ouais, non, mais je suis d'accord. Depuis cet épisode, depuis ce moment-là, depuis que tu commences à faire du foot freestyle, est-ce qu'il y a une phrase qui t'accompagne, que tu te répètes hyper souvent? Tu m'aurais posé cette question avant il y a 2 semaines, j'aurais peut-être une réponse différente. Bien sûr. Donc je vais te donner la réponse d'avant et après je te donnerai celle d'aujourd'hui. Je pense qu'avant c'était plus réfléchis pas à ce qui se passe après. C'est vraiment le truc qui m'a aidé le plus et ça marche pas pour tout le monde donc faut faire attention parce qu'il faut toujours à mon avis avoir un truc de secours, tu vois ce que je veux dire. Y aller comme j'ai fait tête baissée sans plan B, c'est pas forcément le truc le plus safe et c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Mais moi je me suis toujours répété ça de pas me poser de questions de
Et si ça marche pas, est-ce que... Je me suis jamais posé cette question, en fait. Et c'est peut-être pour ça que ça a marché, au final. Parce que si je me l'étais posé, je pense que je me serais mise plus de barrières. Je serais peut-être pas allée prendre autant de risques Exemple, à 15-16 ans, j'ai pris un billet de train pour aller à Marseille pour rejoindre des freestylers pour m'entraîner avec eux une semaine, tu vois. Sans rien dire à personne, j'ai fait ça. Et en vrai, c'est risqué, tu vois. C'est même peut-être bête d'avoir fait ça, mais au final, j'ai rencontré les meilleurs freestylers qui existaient à cette époque, dont un qui est devenu champion de France quelques semaines après. Et c'est eux qui m'ont permis de progresser autant dans cette discipline et de comprendre surtout le monde de ce sport, tu vois. Okay. Donc, en soi, meilleure décision de ma vie, je pense. Mais donc, la phrase au début, c'était ça. Genre vraiment, fonce, tête baissée, pose pas de questions. Et aujourd'hui, c'est un peu différent parce que je pense un peu plus à l'avenir et je pense un peu plus à ce que je vais faire après, parce que j'ai 24 ans. Je sais que je vais pas faire des jongles jusqu'à 40 ans. Le freestyle, ça va aller jusqu'à 35 peut-être et ça serait très bien, mais plus... Il n'y a pas des freestylers qu'on fait plus vieux? Si, il y a, mais moi, c'est pas mon objectif. Comme je t'ai dit, je suis un peu passionnée par la photo et la vidéo, donc j'aimerais bien taper là-dedans le plus vite possible et vraiment m'amuser là-dedans, tu vois. Et puis tester plein de trucs en vrai, donc je sais que je vais pas en faire encore 15 ans. Même si pour le moment, je suis toujours autant passionnée. Et donc, la phrase aujourd'hui que je me répète, et c'est une citation sur laquelle je suis tombée il y a 2 semaines, c'est « La magie que tu recherches », je pense que tu l'as entendu cette phrase, « est dans le travail que tu évites ». La magie que tu recherches est dans le travail que tu évites. Ouais. Je l'ai sous une autre forme en anglais, c'est en gros « Your genius is what you are… avoiding », tu vois, un truc. Ouais, c'est un peu ça. Mais en gros, ouais, cette phrase, elle me parle trop parce que je pense à toutes les fois où, comme aujourd'hui, où tu vois qu'il pleut et tout, et tu te dis, non, flemme d'aller m'entraîner et tout. Mon rêve, c'est d'être championne du monde aujourd'hui. Ça fait 2 ans que j'ai ce rêve et j'ai failli le concrétiser en 2021. J'ai fini 3e. J'ai gagné les championnats d'Europe cette année. J'ai jamais été aussi proche du but, là, aujourd'hui, tu vois. Si je commence à me dire ah putain, j'ai acheté la Play 5, je vais pas aller m'entraîner parce que je vais jouer à FIFA, ah il pleut, j'ai pas envie non, j'ai envie d'atteindre ce rêve, il faut pas que je commence à éviter justement des entraînements, tu vois. Et ça pour moi c'est la phrase la plus importante et ça marche dans tous les domaines pour moi. T'as envie de monter ton entreprise, de créer un concept ou quoi, si tu te fixes 3 heures de travail intensif par jour devant ton ordi et qu'un jour tu dis je vais faire 1h30, tu t'enlèves des chances d'avoir le résultat que t'attends, tu vois. Et c'est un peu ce qui me parle le plus en ce moment. Mais franchement, je l'aime beaucoup cette phrase. Et en même temps, je la trouve un peu dangereuse parce que moi, la première fois que je l'ai entendue, je m'étais dit, ok, en fait, il faut que toutes mes faiblesses, j'essaye de les corriger, tu vois. Et je l'avais un peu compris comme ça. Et moi, je suis plus du genre, ok, maintenant, j'ai envie de me concentrer sur mes points forts. Ouais. Mes points faibles, je les délègue, je les confie à des gens, je m'entoure. Ouais. Mais surtout, je me concentre vraiment sur qu'est-ce que je fais d'exceptionnel, quoi. Ok, je vois. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est que ça te rappelle que effectivement, la zone de génie, c'est au moment de ta zone de peur, tu vois. Enfin, tu peux pas atterrir dans ta zone de génie si tu passes pas par ta zone de peur. Exact. Et tout ce que t'évites, mais en fait, ça t'empêche d'aller dans la zone. Ouais, moi je vois plus ça sur justement la partie zone de confort que beaucoup de gens prennent très souvent dans la journée, tu vois, parce que c'est la décision la plus facile et que c'est humain de mettre son cerveau en mode un peu off et de faire les choses simples de la vie, tu vois. Moi je le prends plus en mode c'est une situation qui me permet de sortir de ma zone de confort. Typiquement, fin d'un entraînement, je suis KO, mais vraiment HS, tu vois, 200 BPM, pas bien. Je me dis que je suis à 40%. C'est-à-dire que je peux continuer. Et chaque entraînement, je vais essayer de le pousser encore un peu pour atteindre un peu plus parce que je suis persuadée de pouvoir faire plus, tu vois. Et c'est ça qui fait que je vais peut-être réussir à créer la différence en gagnant ces championnats, tu vois. C'est ce truc-là de faire un peu plus que les autres. Et moi, cette citation, elle me fait plus aller vers ce chemin-là, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais mieux que les autres, d'ailleurs ? Je pense la discipline. Justement, j'ai ce côté-là de... J'allais faire une vanne par rapport à la Play 5. Faut que j'arrête. Non, j'ai ce côté-là de très discipliné, de me dire, bah voilà, j'ai cet objectif-là, qu'est-ce que je peux faire pour l'atteindre ? Je dois faire 2 entraînements par jour, je dois faire des entraînements structurés, je sais que je vais m'y tenir. Parce que j'ai un rêve, je veux l'atteindre et je vais pas commencer à m'éparpiller, à me dire, ouais, non, vas-y, on fera demain, tu vois. Donc la discipline, je pense que c'est un de mes points forts et je dis pas que les autres l'ont pas, mais je pense que je l'ai beaucoup plus développé que certains. Est-ce que tu as lu un bouquin qui s'appelle Atomic Habits ? Pas encore. Il est sur la liste. C'est vrai, ouais. Tu lis beaucoup ? Je lis pas mal, ouais. Après, j'ai eu
une petite année de pause là en lecture, mais j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel il y a 2 ans et demi, peut-être un peu plus. Et j'ai lu pas mal de livres, dont 4 accords Toltec que tu as cité tout à l'heure, qui est un qui m'a le plus parlé. C'est pas forcément le meilleur que j'ai lu, mais j'ai trouvé que c'était le plus simple à comprendre et surtout celui qui m'a marqué le plus, dans le sens où c'est le premier livre que j'ai lu sur le développement personnel déjà, et c'est le seul livre aussi que j'ai relu plusieurs fois. Parce que je trouve que c'est intéressant de se remettre ça en tête. Mais là, en ce moment, je lis pas mal. Là, je viens de finir L'effet cumulé de Darren Hardy, qui est incroyable. Tu vas kiffer Atomic Habits aussi. Ouais, je pense, ouais. J'avais lu The One Thing aussi, qui était pas mal. L'année dernière, je l'avais lu. C'est juste après lui que j'ai fait une pause, d'ailleurs. Il m'a peut-être un peu trop matrixé le cerveau, celui-là. Mais non, là, je reprends, là. Et là, je suis en train de lire Écoute ton corps de Lise Bourbeau, qui est un peu plus simple, mais qui est cool aussi. Qui est cool et qui permet de faire beaucoup de pauses où tu fais un peu de la remise en question, et j'aime beaucoup. Je suis très passionnée par ça, je crois. Mais écoute, trop cool. Moi, je l'ai pas lu The One Thing. L'effet cumulé, effectivement, j'ai trouvé que c'était un bijou. Chef-d'œuvre. Et il m'a vraiment bouleversé. Et le dernier qui m'a en date, que j'ai adoré, c'est du coup Atomic Habits. Et en gros, il y a une phrase que j'ai notée quelque part là dans le carnet, je sais plus à quel endroit, mais il dit une phrase. Il dit « La discipline n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est un environnement que tu construis pour n'avoir que des déclencheurs positifs dans ta vie. » Et en gros, hein? La Play 5, c'était pas une bonne idée. Acheter la Play, c'est pas ouf. Mais justement, en fait, c'est là qu'il dit que la notion de discipline, elle intervient vraiment. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'il dit, c'est un champion du monde, il va pas travailler dans un fast-food. Oui, c'est ça. Il va pas acheter de la merde dans son frigo. Exactement. Tu vois, il va éviter, construire un environnement positif. Et en vrai, là, quand je suis là, je vois que cet environnement, il est grave positif. Moi, je le sens maintenant, tu vois, une fois qu'il a dit ça. Et je pense que ça joue pour beaucoup de choses, tu vois, de juste créer un environnement dans lequel t'as plus de tentation, mais t'as que des déclencheurs qui viennent te motiver. Tu t'as trouvé une salle qui est super. Genre 3 minutes de chez toi, qui est exceptionnelle, avec des gens qui, je pense, vont aussi te tirer vers le haut. Tu vois, enfin, il y a plein de trucs comme ça où on se rend pas compte que, au-delà de la discipline, il y a aussi cette capacité à créer un environnement positif, quoi. Ah, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire, là, pour le coup. Après, la seule question que j'aurais, du coup, c'est, tu vois, je prends l'exemple d'un de mes meilleurs potes qui s'appelle Johan, qui est autant passionné de freestyle que moi, et qui est plus de nature à se dire mais tu vois, typiquement, je pense au moment où je lui avais dit de chercher une salle sur Lyon pour lui, parce qu'avant on était en coloc, et quand je suis partie en voyage en 2022 pendant 6 mois, on a arrêté la coloc, on a arrêté l'appart, et du coup il a cherché un nouvel appart et il s'est retrouvé sans salle pour s'entraîner, parce qu'on avait une salle vers là-bas où on habitait, vu qu'il a déménagé ailleurs, il avait plus. Et il m'a sorti cette phrase à un moment de non, mais de toute façon moi j'arriverais pas à avoir une salle, tu vois, parce que c'est Lyon, c'est une grande ville, et tu sais, il est très comme ça à se mettre direct des bâtons dans les roues, et j'essaye de lui faire comprendre que c'est pas comme ça que ça marche. Et regarde, la preuve, je suis aux Eaux Vives à Genève. C'est hyper compliqué de trouver une salle, je pense. J'ai passé une nuit entière à envoyer une centaine de mails. J'ai eu que 3 réponses sur les 100 mails. Mais regarde, les 3 réponses, elles ont été les 3 positives, tu vois. Donc au final, je me dis que il y en a beaucoup qui se bloquent tout seuls dans leur truc, tu vois. Et qu'est-ce que c'est ça, du coup, si c'est pas de la discipline? Tu vois, le fait d'avoir envoyé ces 100 mails à la nuit, à 3h du mat', pour moi, c'est une sorte de discipline, tu vois. Eh ben, ouais, mais t'as tout à fait raison. Il y a une autre phrase qui devrait te plaire, il dit que l'être humain est la somme de ses pensées et de ses petites actions du quotidien. Et ça, je trouvais ça ouf. Et notamment, tu vois, il parle beaucoup des athlètes de haut niveau, des grands champions, et il te dit, pensée positive, action positive, tous les jours. Et même des petits trucs. Et bon, bref, je te l'offrirai, et c'est gentil. et tu me diras ce que t'en penses. Discipline, ton point fort. Est-ce que t'as un exemple d'un moment où toi tu te sens hyper discipliné? J'en ai un bon. Tu te rappelles l'époque où je m'entraînais les 7 heures par jour, là? Je t'ai dit qu'il y avait des jours où j'allais quand même en cours pour faire acte de présence. Et c'est vrai que j'y allais, et en vrai, j'ai dit 2 jours par semaine, j'y allais peut-être un peu plus, tu vois. Je séchais des cours, certes, pour aller m'entraîner, mais j'y allais quand même. Et il y avait des journées où j'allais en cours normalement, et j'avais quand même envie de m'entraîner. Et je me souviens de soirées
où vraiment il fait froid. Je me souviens très bien de ce froid. Moi, j'habite dans une petite ville dans le sud-ouest de la France, 7000 à 8000 habitants, je crois. En réalité, 4, j'en ai jamais eu plus. Mais, non, mais c'était très compliqué pour s'entraîner. J'avais pas du tout le même statut de notoriété, entre guillemets, à l'époque. Et si je demandais des salles, on me riait au nez, tu vois. Bah non, on va pas donner une salle à une fille qui est toute seule et qui fait des jongles. Enfin, aucun intérêt, tu vois. Mais c'est vraiment les réponses que j'avais, tu vois. Et du coup, j'avais pas d'endroit pour m'entraîner. Et je me souviens d'un hiver où j'avais vraiment envie de m'entraîner. Je rentrais des cours. Et je crois que pendant une semaine, j'ai fait ça. Je suis allée sous un lampadaire où t'avais une sorte de lumière automatique, tu sais. T'appuies, ça restait allumé pendant genre 1 minute 30 et ça s'éteignait. Et j'étais allée m'entraîner en dessous de ça pendant 2 heures la nuit dans le froid et tout. Tout autour de moi, c'était noir. Oublie pas, j'ai 15 ans, j'ai un peu peur, tu vois. Je suis dehors comme ça, je suis pas rassurée de fou. Et je me souviens d'appuyer sur ce bouton une centaine de fois. C'était vraiment... Mais je pense que c'est plus de la passion, tu vois. C'est pas forcément de la discipline, là, c'est vraiment que j'aimais tellement ça que j'avais trop besoin de m'entraîner tous les jours, tu vois. C'est vraiment le moment où je passais le meilleur moment de ma journée, quoi. Ouais. Je te pose la question parce que là, quand je t'entends parler, et tu m'as dit que effectivement tu avais sûrement un peu HPI, des troubles aussi d'hyperactivité, par moment peut-être de l'attention, je sais pas, mais moi dans le sport, j'ai jamais eu ça, tu vois. Quand je me mets à m'entraîner, je suis dans mon flow. C'est plus là, si je me mets devant mon cahier ou me mets devant un ordi, là, des fois, je vais avoir un peu plus de mal, tu vois. Est-ce que, et des fois, je me surprends à oublier des conditions, mais de malade. Genre, tu cours sous la pluie, comme ça, dans la nuit, et tu kiffes, t'es heureux. Alors que n'importe qui enfin, plein de gens qui aiment pas le sport vont me dire, mais t'es qui? Enfin, pourquoi tu cours comme ça la nuit sous la pluie? Est-ce que toi aussi, t'as ce truc-là où dès que t'es dans une activité physique qui te plaît, genre, t'es capable d'oublier tout l'inconfort qui se crée autour de toi? Alors, oui et non. Oui, la plupart du temps. Et en vrai, ce côté un peu de flow et tout, je l'ai très souvent, dans le sens où, bah, tu vois, je vais aller à ma session, je sais exactement ce que j'ai à faire. Et si je le sais pas, ça va venir tout seul. Parce que c'est quelque chose que je fais tous les jours de ma vie depuis 7 ans. C'est une sorte je sais pas, d'habitude, tu vois, justement, tu parles d'Atomic Habits, c'est une sorte d'habitude et c'est quelque chose que je fais naturellement. Et au final, il y a toujours autant de plaisir à l'entraînement. Après, je dis non dans le sens où, tu vois, en ce moment, j'ai un rêve où je dois gagner une certaine compétition. Et pour gagner une compétition, aujourd'hui, il y a plein de sacrifices à faire. Il y a de voir moins sa famille, de moins voyager, de vraiment avoir cette routine et justement cet environnement que tu disais, où il faut que ça soit au maximum sain. Et il y a surtout l'écriture. Et ça, c'est le côté où peut-être les gens ne savent pas. Mais dans les championnats du monde, en tout cas dans le freestyle foot, mais je pense que c'est le cas dans beaucoup de sports, nous, on a... c'est un peu comme du breakdance où on passe 3 fois 30 secondes, tous. C'est du 1 contre 1. Du coup, on a 3 passages de 30 secondes chacun par battle. Et ces passages, on les écrit quand on arrive à ce niveau parce qu'il faut qu'on soit le plus performant possible. Il faut qu'on soit en capacité de connaître nos enchaînements à 100%. Au cas où, tu sais, t'es submergé par le stress, tu peux pas arriver en impro. C'est pas possible. T'as des gestes que tu viens d'apprendre. Tous tes battles sont écrits à l'avance. Tous mes battles sont écrits à l'avance. Et c'est là le problème. C'est que j'ai du mal. C'est-à-dire que me concentrer sur l'écriture des sets, je déteste ça. Je vais le faire 2 minutes. Je peux te montrer mon cahier là quelque part, je pense. Pour le moment, il y a que 2 battles d'écrits. C'est dans 20 jours. J'en ai écrit que 2. Tout le monde est prêt depuis 15 jours, tu vois. J'ai trop du mal, en fait, à me projeter là-dessus. Tu vois, à me concentrer et à me dire qu'est-ce que j'ai envie de montrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et le jour de l'entraînement, tu l'as vu ce matin, je suis censée travailler des sets et je vais être en mode... j'ai envie de m'amuser, putain. J'ai pas envie d'être comme un robot à répéter 15 fois le même truc. Et ça, c'est vraiment le côté où j'ai du mal, tu vois. Autant je suis disciplinée sur plein de trucs, autant sur ça, le fait de vraiment rendre un truc qui de base est freestyle, carré comme ça, j'ai trop du mal. C'est marrant parce que les HPI, les hyperactifs, ils ont beaucoup de mal à ça. En fait, il faut qu'il y ait toujours du jeu, quoi. Ouais, c'est ça. J'en ai parlé là avec ma psy et elle me dit il faut qu'il y ait toujours du jeu. Et j'ai un souvenir avec Florent Manodou, tu vois. Lui, les gens le savent pas, tu vois. Il voit le gros titan mastodonte et tout, mais tu parles avec lui, le type, il est passionné d'astronomie, il joue de la guitare. Quand je l'ai vu, il était en train d'apprendre des trucs de maître café, tu vois, à faire des dessins sur des cafés. Enfin, tu sais, il a 1000 trucs. Donc, tu comprends assez vite que il a un potentiel intellectuel super développé. Et il me dit, moi, j'ai pas eu de chance de tomber dans la natation. C'est le sport le plus chiant de la Terre. Et il me dit, maintenant, je suis obligé de m'amuser, quoi. Et du coup, j'ai vu ces séances. On est venu, tu vois, faire une séance avec lui.
Et il fait le con, mais il fait le con tout le temps, Ouais, tout il fait le temps. des TikTok. Il a besoin de blagues, il fait des TikTok, il tourne des vidéos, il essaye. Il est génial sur TikTok. Et moi, il me fait trop rire. Mais et les gens du coup s'imaginent peut-être des choses, tu vois. Mais en fait, c'est qu'il a besoin de s'amuser, quoi, parce que son sport est hyper riche. Ouais, bah, encore plus quand t'es un peu créatif, je pense, et que t'as besoin de. C'est vrai, ouais. T'as aussi des personnalités dans le sport qui sont très robotiques. Hein. Oui, c'est vrai. Bah ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est un peu tous différents là-dessus. Ouais. Mais ça m'étonne pas de lui quand je voyais ses TikTok, du coup. Mais je pense que ça l'a donné un. On en parle dans le podcast, tu vois. Il dit ouais, lui, ça lui a donné un second souffle, tu vois, à sa carrière, pouvoir s'amuser parce que sinon il étouffait, quoi. Ouais. C'est très cool, du coup. Ça fait plaisir de voir des athlètes comme ça réussir à développer un autre truc au final, tu vois. C'est quelque chose qu'il avait en lui, mais qu'il a réussi à développer comme ça, et c'est génial, tu vois. Complètement. Dernière question. Après, j'ai envie de comprendre un petit peu plus le foot freestyle, mais est-ce que t'es plus en paix avec ta famille maintenant? Côté famille, alors c'est un peu complexe. On va dire que le côté paternel n'est plus du tout présent, inexistant même depuis 2019. Et c'est très bien comme ça. C'est plus moi, mais il y a pas eu de tentative de reconnexion ou quoi. Mais mon frère, pareil, ça a totalement coupé les ponts. Parce que le fameux truc. Entre toi et ton père, ou entre ton frère et ton père, ou entre ton frère et toi? Mon frère et mon père. En fait, mon père n'a plus de lien avec ses 2 seuls enfants, quoi. Et du côté maman, je la vois de temps en temps. On passe un peu de temps ensemble, tu vois, pas beaucoup, mais un peu de temps. Il y a du coup la mère de ma maman, ma grand-mère, qui fait partie de ma vie énormément en ce moment, parce qu'elle me soutient beaucoup. Ça a été la personne, quand j'ai commencé le freestyle, qui m'a dit « Mais dans quoi tu te lances? Reste concentré sur les courses, et ça te sert à rien. » Et qui aujourd'hui like tous mes posts Insta, absolument tout, et répond à toutes mes stories, parce que mamie a Instagram depuis 1 an, attention. Pour toi, ça. Juste pour moi, vraiment. Mais trop bien. Du coup, non, j'ai un gros lien important avec ma grand-mère. Et mon frère et moi, on s'est rapprochés depuis peu, parce qu'en vrai, on s'était un peu éloignés avec le temps, mais là, on se parle beaucoup et tout, et on a connu des choses qui font qu'on s'est rapprochés. Et pour la petite histoire un peu fun, que j'en ai pas encore parlé, c'est qu'à 17 ans, j'ai travaillé dans un club de foot, et j'ai fait un service civique. Pour gagner un peu de sous, pour acheter mon premier ordinateur, parce que je voulais faire du montage vidéo. Ouais. Et je voulais un ordinateur et j'avais pas de sous, pas d'argent. Donc je me dis, je vais faire un service civique, je vais aller travailler pendant 6 à 8 mois dans un club, je vais faire des sous et je vais m'acheter mon premier ordinateur, tu vois. Et je voulais un gros ordinateur, un gros MSI gaming, je voulais le vrai truc. Bon, pas utile, mais bon, à l'époque, je savais pas. Et bref, et du coup, j'ai travaillé dans un club de foot, et donc j'ai rencontré Grégory, il s'appelle, donc Greg, qui était entraîneur des U13 à l'époque, et des seniors du club de ma ville. Et donc, mon service civique, de base, je devais m'occuper de la section féminine. Et au final, moi, j'ai commencé à aller avec lui aux entraînements des U13, et j'ai totalement crushé sur l'équipe et tout, sur tout, en fait. Et j'ai commencé à l'aider, en fait. J'aimais trop les petits de l'équipe. Il y avait ces 2 enfants qui étaient souvent là, Isaïe et Elijah. Et je sais pas, on s'entendait trop bien, c'était trop cool et tout. Et au fur et à mesure, on a appris à se connaître, et il a appris dans quelle situation j'étais, tu vois. Ce qui est logique, j'allais pas mentir et dire, moi, j'y vis avec mes 2 parents. Non, j'ai dit la vérité, tu vois. Et ça l'a choqué, tu vois. Il a dit, c'est pas normal. Donc, si tu veux venir à la maison dormir, tu peux. Trop gentil, tu vois. Il t'ouvre un peu la porte et tout, c'est génial. Et du coup, j'étais allée dormir là-bas. J'avais fait la connaissance, du coup, de la maman des petits et de la femme de Greg, donc Elena. Et pareil, coup de foudre, en fait. Genre vraiment une famille idéale, quoi. Tu vois, vraiment la petite famille où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de communication. Tout ce que, en vrai, j'ai toujours rêvé d'avoir, tu vois. Et quand je suis arrivée dans ce truc, je me suis sentie bien direct. Je me souviens, le premier jour, le plus grand des petits, il avait 13 ans à l'époque, quand même. Isaïe, il est venu, il y avait qu'une dinette au chocolat dans le frigo, il me l'a proposé. C'est tout bête ce que je suis en train de dire, mais ça m'a marqué. Ils me connaissaient pas, les petits, ils m'avaient vu 2-3 fois au foot. Ils me voient à la maison, ils comprennent pas trop ce que je fais là. On a dû lui dire que bon, ça allait pas trop avec ma famille et que du coup, j'étais là. Au final, je suis restée quelques semaines là-bas, et j'y allais de plus en plus. Et en fait, c'est devenu ma deuxième famille. Donc aujourd'hui, on a des liens extrêmement forts. À chaque fois que je vais dans le sud voir ma famille, je passe 3/4 du temps avec eux. Et donc, Elijah et Isaïe, c'est comme mes petits frères aujourd'hui. Je suis là pour eux, ils sont là pour moi, et on a une relation extrêmement soudée. Ouais. Et je suis trop contente de ça, parce que tu vois, cette situation qui paraît un peu triste de l'extérieur, moi, elle m'a permis de faire la rencontre de ces gens-là, et c'est une putain de fierté. Ils sont exceptionnels. Et honnêtement, si je dois être transparente, c'est 80% grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Parce que la Johanna que t'as en face de toi, il y a 5 ans, c'était pas ça. C'était full agressivité, full négativité, full rancœur envers le monde entier, parce que voilà, ses parents, ils ont pas assuré, tu vois. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais ils ont pas assuré. Et c'était pas ça du tout, tu vois.
Donc, très bonne rencontre. Mais je peux comprendre que t'étais un peu en colère, tu vois. Et je trouve, encore pour revenir un peu sur le Atomic Habits et la capacité des champions à te construire un entourage positif, tu vois. Il y a des gens qui ont cru en toi. Ouais, exact. Et qui, surtout, ont vécu des scènes avec moi hyper compliquées où je les envoie chier et tout, alors qu'ils sont littéralement là pour moi, tu vois. Je me souviens d'une scène où j'ai limite manqué de respect à Greg pour rien, tu vois. Et ils sont quand même restés là, tu vois. Ils se sont quand même dit, c'est pas notre fille, on n'a aucun lien avec, mais on va l'aider. Et ça, je trouve ça fou, tu vois. Et au final, ils se sont juste montrés, je dis juste, même si ce mot il est très mal choisi, juste montré présent pour moi, et ça a tout changé, tu vois. Ça fait tout, J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient là et que je passais du bon moment avec des personnes, tu vois. Et que, tu sais, juste partager un repas en famille, tu vois, rien que ça. Genre, le soir, j'étais chez ces gens que je connaissais pas au début. Au bout de 3 mois, c'était ma famille. C'était genre, j'avais que ça, tu vois. Donc, c'était trop bien. Et c'est toujours trop bien parce qu'on passe toujours autant de temps ensemble. Mais voilà. Bon, je termine l'ellipse, tu vois, sur le sujet, mais j'avais envie de terminer sur une note positive. Je savais qu'il y en avait une. Je sais pas si je ferai du montage, de couper dans un sens ou dans l'autre. On verra ce qui est possible de faire. Coucou Morgane, la monteuse. Je voulais revenir sur les compètes. On était bien parti là. Sur les compètes, sur écrire les battles. Du coup, dans le foot freestyle, il y a que des battles ou il y a d'autres disciplines? Oh. T'as 4 heures devant toi, là? Non, je vais faire un résumé très rapide. En gros, il y a la catégorie battle, qui est donc le 1 contre 1, qui est un peu la plus importante et la plus connue dans le freestyle. T'as d'autres trucs. T'as la catégorie show, qui n'est pas présente à toutes les compètes, mais typiquement championnat du monde allié. La catégorie duo, où tu peux faire des shows en duo, du coup. Show, c'est celui qui vient et qui fait... Qui a un son, en gros, prédéfini. C'est ça, c'est un peu... T'as dû le voir sur La France, un incroyable talent. Tu viens et tu racontes une histoire sur une musique, ou tu montes ton talent. Enfin, c'est vraiment un truc préparé. Ça peut raconter une histoire, ça peut juste être un truc rigolo sur un son rigolo. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. C'est vraiment la partie show. On les parties spectacles. Ouais, c'est ça. Tout est préparé. Et exact. Et après, t'as plein de petites catégories très spécifiques. T'en as une, je vais te donner quelques exemples. T'as l'Ironman, qui est genre un peu la catégorie d'endurance, où en gros, ils vont enchaîner des gestes de lower. Je t'en ai parlé ce matin. C'est une catégorie du freestyle qui consiste à faire des tours du monde, des basics, comme on dit nous, et d'en faire le plus longtemps possible. Et du coup, ces gars-là, ils vont tenir 1 minute 30, 2 minutes, et le dernier qui reste sur la scène, il a gagné, tu vois. Donc, t'as ce truc-là. Après, t'as le kill the beat. C'est on met un son, et il y a un cercle de freestylers, et voilà, tu rentres dans le cercle et t'improvises des tricks sur le son, et celui qui est le plus sur le son, il gagne le kill the beat, du coup. En fait, t'as plein de trucs comme ça un peu fun, mais ça, c'est surtout au Super Bowl, donc c'est la compète annuelle qui existe absolument tous les ans depuis, je crois, 2008 ou 2009, même si elle s'appelait pas comme ça avant. Et c'est notre championnat du monde maintenant, et tout le monde peut venir et participer. Donc, tu vois, on est 300 participants par année. C'est vraiment énorme, ça dure 1 semaine entière. C'est pour ça qu'il y a autant de catégories, tu vois, pour vraiment... Même si t'es touriste, tu peux t'inscrire. Tu peux. Tu vas être un peu... tu vas te sentir peut-être pas à l'aise, mais tu peux. Hein. Ok. Bah après, s'inscrire à une compète, si tu fais pas le sport... Non, c'était un zéro, mais je veux dire, tu vois, c'était... si t'as envie... T'es une personne un peu jeune, t'es ambitieux, tu te dis... Tu peux. Le meilleur moyen de progresser, c'est... Ah, mais il y en a plein qui viennent et qui font genre 2-3 gestes parce qu'ils viennent de commencer, et c'est là où ils prennent le plus d'expérience. Hein. Moi, je suis la première à dire inscrivez-vous aux compètes le plus tôt possible si vous aimez ça, tu vois. Il y a des gens qui sont pas faits pour les compètes, après, c'est totalement ok aussi. Hein. Tu peux faire un sport juste pour le kiff. Mais pour revenir au Super Bowl, du coup, c'est un peu la grosse compète de l'année où ça dure 1 semaine, et pendant 1 semaine, on est tous dans le même hôtel et tout. Donc c'est génial, tu vois. Ça crée des affinités de fou. Le freestyle, c'est quand même un milieu un peu familial, un peu niche, donc tout le monde se connaît. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, pour répondre à ta question, t'as plusieurs catégories. Après, la catégorie battle, c'est quand même celle qui ressort le plus. Et si tu dis, voilà, je suis champion du monde en freestyle, que tu mets pas un truc derrière, c'est que t'as gagné les battles et que t'as affronté des gens et que t'as gagné ta finale, quoi. Ok. Voilà. 3 fois 30 secondes, tu affrontes quelqu'un. C'est quoi les critères de jugement des juges? Alors, t'en as plusieurs. Après, ça évolue beaucoup avec le temps. Mais les basiques, c'est difficulté, technique, contrôle, musicalité, créativité. Ok, donc il y en a plusieurs. C'est hyper subjectif. Ouais, c'est hyper subjectif et c'est très compliqué à juger parce que t'as certains juges qui vont être plus amenés à préférer le style d'un freestyler, d'autres de l'autre. Donc, c'est pour ça que souvent, ils mettent 3 à 5 juges. Comme ça permet d'un peu équilibrer le truc, tu vois. Mais ouais, c'est assez subjectif la manière de juger. Et puis surtout, chacun juge un peu comme il veut, tu vois. Si... t'as le freestyle d'un freestyler qui t'a beaucoup plus parlé que l'autre,
t'as très bien le droit de voter pour la personne que t'as préférée, tu vois. Bien sûr. Même si pour moi, il faudrait qu'on arrive à trouver un système de jugement qui permet d'être assez juste, parce que comme dans tous les sports, évidemment, il y a beaucoup de décisions qui ont été remises en question sur mais attends, mais à quel moment lui, vous le mettez gagnant et tout, et c'est juste des avis différents. Et ce qui est beau dans ce sport, et à la fois ce qui est frustrant pour les compétiteurs, c'est que chacun a sa vision du freestyle. Chacun a sa propre vision. Tu vois, on a tous commencé ce sport pour des raisons différentes, et on le pratique tous aujourd'hui pour des raisons différentes. Tu vois, il y en a qui sont passionnés, il y en a c'est autre chose, tu vois. Et il y en a qui voient le freestyle très différemment d'autres, et c'est ça qui est beau, tu vois. Donc ça, c'est le point positif. Mais pour les compètes, c'est compliqué. Parce que toi, tu vas être persuadé que là, par exemple, lui, il gagnait, et tu vas voir que c'est pas le cas, et tu vas pas comprendre, et tu vas dire, mais... Puis même, ça peut t'arriver. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé que dans des battles, je comprenne pas pourquoi je perds, tu vois. Et même aujourd'hui, je re-regarde et je comprends toujours pas, tu vois. Et je le montre à des gens, je prends les avis, et je vois qu'il y en a qui sont d'accord, mais il y en a qui le sont pas. Donc, quand tu vois qu'il y en a qui le sont pas, bah, tu comprends les juges. Tu te dis, bah voilà, ils ont pas la même vision du freestyle, et c'est OK. Mais c'est complexe. Et je pense que c'est comme ça dans beaucoup de sports. Le breakdance, je pense, typiquement, moi, c'est le sport auquel je compare le plus le freestyle. Je pense que ça arrive très souvent qu'il y ait des trucs de jugement comme ça. T'es déjà allé parler aux juges? Ouais, tout le temps. Moi, je le fais tout le temps, ouais. Ok. Et souvent, les réponses qu'on me donne, elles sont OK, genre je comprends, je me remets en question, et ça m'aide, tu vois. Ça m'aide à comprendre ce que j'ai fait de mal ou quoi. Après, il y a quelques fois où tu me donnes une raison, je te dis waouh, tu n'aurais pas dû juger cette compétition. Mais j'ai un trop bon exemple de ça, mais il y a vraiment que les freestylers qui vont comprendre. Mais en gros, c'était une compète en 2018. Je peux la faire en sorte que tout le monde comprenne. Et en gros, il y a eu un battle entre Brian, mon ami, et Moss, du coup, qui est un Parisien. Donc Marseille-Paris, tu vois. Et en fait, ce battle, vraiment, pour moi et énormément de gens, Brian gagnait, tu vois. Et c'est Moss qui a gagné. Pas de souci, tu vois, grand respect et tout. Mais du coup, moi, je suis allée voir le juge à la fin. Je suis allée voir un des 5 et je lui ai dit, excuse-moi, je voulais juste savoir pourquoi ton vote était allé vers Moss, parce que je suis pas d'accord avec la décision, mais j'aimerais comprendre, tu vois. Et je respecte, tu vois. J'aimais pas de jugement ou quoi, j'essaie juste de... Et il m'avait dit une raison, mais qui m'avait fait partir en fou rire, tu vois. Un battle, c'est 3 fois 30 secondes, comme tu l'as compris. Ouais. Tu juges l'entièreté du battle. Lui, il m'a dit, parce qu'il y a un geste qu'il fait depuis longtemps avec moi, je l'avais jamais vu le faire aussi bien. Okay. Tu vois, cette raison, je m'en souviendrai toute ma vie. Okay. Mais tu peux pas voter pour quelqu'un juste pour un geste. Tu vois, dans un battle, il y en a 150 des gestes. Faut être un minimum objectif, tu vois. Mais ça m'avait fait beaucoup rire, et c'est ce jour-là que j'ai compris que dans ce sport, des fois, j'allais pas être d'accord avec les jugements, que c'était le cas dans beaucoup de sports, et qu'il fallait faire avec, tu vois. C'est comme ça. Mais c'est ce qui est particulièrement dur à gérer, c'est que déjà d'une, vous avez un jugement, de deux, vous avez un battle. Il y a peu de juges quand même, 5 c'est peu. Ouais. Il n'y a pas de prix du public. Et tu vois, ça c'est un truc que tu peux avoir sur certaines compétitions dans les sports extrêmes. Tu vois, je sais plus si au X Games on a. Mais tu vois, tu as le Red Bull Rampage par exemple. C'est un très très bon exemple. Il y a un Français qui s'appelle Antoine Bizet. Tu vois ce que c'est le Red Bull Rampage ou pas? Je crois. Ils se retrouvent dans un désert américain et ils descendent en fait ils ont 24 heures pour construire avec tu vois juste des pelles, tu vois, le chemin parfait pour faire du vélo, tu vois. Okay. Ils inventent, tu vois, des sauts périlleux, ils inventent des big jumps, des trucs de ouf. Trop stylé. Et au bout de 24 heures, ils doivent tous faire leur descente. Celles qu'ils ont fait eux-mêmes, pas celles des autres. Qu'ils ont fabriquées eux-mêmes. Trop stylé. Donc c'est des descentes de psychopathes, tu vois. Où les mecs, ils peuvent se buter, mais genre vraiment vénère. Et en bas, il y a un mec qui décide... Enfin, il y a des juges qui notent la beauté de la descente, tu vois. Okay. Et une fois, il y a Antoine, du coup, que j'ai interviewé. C'est le premier de l'histoire de la compète. Ouais. Il rentre un backflip. Okay. Il trouve un endroit où il construit un saut et il fait un backflip, tu vois. Et genre, le public est dingue. Ils sont dingues. Mais le public dit, bah non. Et il termine les juges, sont pas d'accord et disent, ces tricks sont pas trop de qualité. Il termine 6e. Mais il y a un prix du public. Et du coup, il gagne le prix du public, tu vois. Et donc, ça contrebalance un peu des fois l'esprit du ça peut être cool. Du juge. Après, il y avait j'ai un contre-exemple du coup, c'est qu'il y avait avant on avait le Red Bull Street Style, c'était chaque année, c'était sponsorisé par Red Bull et c'est le championnat du monde qui a chaque année en fin d'année que là je fais au Kenya mais qui n'est plus Red Bull depuis cette année pour la première fois. Et en gros ce championnat-là, avant Red Bull, ils avaient pris la décision de faire venir un footballeur. On a eu Roberto Carlos, on a eu Nani en juge supplémentaire, tu vois.
Mais ça n'apporte rien en soi parce que il sait pas ce qu'il est en train de juger, tu vois. Il sait pas du tout quel geste correspond à quel geste. C'est quand même un sport qui est très technique. Et je comprends, tu vois. Moi, si demain tu me dis d'aller juger du basket ou du rugby, je vais pas savoir le faire parce que c'est des sports que je connais pas et c'est des sports que j'ai pas pratiqués. J'ai pas les termes techniques. Tu vois, rugby, je connais toujours pas les règles alors que c'est pas normal, je viens du sud-ouest. mais tu vois, c'est fou et en plus de ça, ces joueurs de foot, ils prenaient beaucoup d'argent et tu voyais les gars qui s'étaient entraînés 18 heures par jour ne rien avoir alors qu'ils venaient de devenir champion du monde. Ça a été un gros problème. Et pour moi, c'est pas la bonne idée de mettre quelqu'un qui n'est pas dans le sport, en tout cas. Parce que les juges, nous, c'est des freestylers, tu vois. C'est des anciens freestylers ou des mecs qui ont fait de la compète. Mettre des gens qui connaissent pas les tricks et tout en juge, pour moi, ça a été vraiment un gros flop. Parce que souvent, il y avait des super mauvaises décisions qui étaient prises. Il y a souvent eu des décisions qui ont contrebalancé à cause des joueurs, tu vois. Ouais. Et en vrai, je comprends pour le côté show, pour le côté communication. On va pas se mentir que c'était clairement pour ça, de faire venir Roberto Carlos ou Nani. Et c'est trop bien d'avoir l'opportunité de les avoir. Mais pour moi, le freestyle, si on veut vraiment que ce soit pris au sérieux et que toutes les décisions soient, tu vois, genre qu'elles soient OK pour tout le monde, je pense qu'il faudrait trouver un système de jugement très sérieux avec vraiment des freestylers dans les jurys et que ça soit carré. C'est trop technique, c'est trop compliqué à juger. Aujourd'hui, ça fait déjà des années qu'on est dedans et on n'arrive pas à trouver un système de jugement où vraiment c'est... de toute façon, c'est pas possible, ça peut pas être noir ou blanc, on va pas se mentir, mais où ça arrive à faire l'unanimité, tu vois. C'est vrai. C'est compliqué. Puis le public, il se rend pas toujours compte de la difficulté du Après, c'est trop truc, cool d'avoir un prix public parce que voilà, le public, c'est un peu ce qu'on disait, c'est l'émotion, tu vois. Ils kiffent le moment et tout. Moi, je sais que j'ai fait plein de compètes où c'est le public qui m'a porté, tu vois. C'est les gens qui viennent te voir et tout. Les compètes où j'ai le plus perf, c'est quand il y avait beaucoup de public. Quand ça crie, quand ça te pousse et tout. Donc, moi, je trouve ça trop cool, tu vois. Ouais. Ah, j'ai besoin de ça. J'ai vraiment besoin de ça dans les compètes. D'ailleurs, tu m'as raconté qu'au championnat d'Europe, ça t'a transcendé, non ? Ouais, exact. C'était très drôle et très spécial à la fois parce que c'était des enfants. En gros, ça s'est déroulé à Zwolle, à 1 heure d'Amsterdam, là. Les championnats d'Europe, c'était en septembre, je crois. Et en fait, il y avait plein d'enfants devant la scène, tu vois, qui tapaient sur la scène, tout, qui criaient et tout, qui étaient trop contents parce qu'en plus, il y avait 2-3 stars des Pays-Bas qui étaient là. Il y avait notamment Touzani, qui est un peu le précurseur du freestyle foot. En vrai, ça a été un des premiers à faire une vidéo qui buzz sur Internet. À l'époque, c'était sur Dailymotion et elle se transférait en Bluetooth, cette vidéo. C'était n'importe quoi. Genre, vraiment, elle a tellement buzzé. Et du coup, c'est un peu une star là-bas. Enfin, c'est une star là-bas, clairement. Et du coup, les petits, ils étaient excités par le fait qu'ils venaient, mais plus par le fait qu'ils venaient que le fait qu'il y avait genre les meilleurs freestylers qui étaient en train de faire des battles devant eux, tu vois. Et je comprends totalement. Mais du coup, ça faisait qu'ils étaient un peu hypés, qu'ils criaient pas mal. Et moi, au moment de la finale, c'est vrai que le fait d'entendre un peu les encouragements, les cris, j'entendais des Johanna, ça m'a grave hypé en vrai. Moi, j'ai trop besoin de ça. Qu'est-ce que tu dis à ton adversaire en finale, avant de rentrer ? Je lui parle pas beaucoup, hein. Pas se mentir. Les 2 fois où j'ai gagné, là, je lui ai dit, je me sens pas en confiance, je suis un peu, je suis pas très bien et ça a payé. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut que je dise la prochaine fois. À quel point ça peut te déstabiliser, tu vois, d'être à quel point tu peux déstabiliser ton adversaire ? Moi, c'est pas quelque chose que je veux faire, que je tente de faire ou que même je perçois de faire. Je sais pas comment t'expliquer, mais je suis très innocente là-dessus. Par contre, aujourd'hui, avec du recul, il y a des gens qui me l'ont fait. Il y a des gens qui me l'ont fait salement, tu vois. Il y a vraiment eu des moments que je citerai pas où il y a des gens qui ont réussi à me retourner le cerveau, mais volontairement, tu vois. Et moi, sur le moment, je suis tellement innocente et tout que je suis en mode, oh, c'est ma copine. Non, ça se passe pas comme ça. Maintenant, je comprends, il faut arrêter d'être gentil en compète. Tu peux être ami en dehors. Sur la scène, ça marche pas comme ça. Et aujourd'hui, ça ne marchera plus avec moi. Mais je sais qu'à l'époque, quand j'étais la petite jeune de 19 ans qui venait d'arriver, j'ai fait mes premiers championnats du monde à Miami, notamment. On m'a dit 2-3 phrases qui, sur le moment, m'ont paru normales, mais qui, avec le recul, ça m'a totalement déstabilisée, tu vois. Et c'est normal. J'étais jeune. Mais il y a des gens qui le font, du coup, ouais. Moi, je sais pas comment déstabiliser l'adversaire à part en étant hyper confiant et en étant sûr de soi, tu vois. Je pense que c'est le meilleur moyen. Mais je vais pas chercher à parler avec eux ou quoi avant, tu vois. Surtout que la plupart, c'est mes potes dans la vraie vie, donc je trouve ça... C'est déjà assez compliqué à gérer, ce truc-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont d'accord. Quand c'est vraiment de la compète pure et dure, 1 contre 1, d'être pote dans la vraie vie et de se battle comme ça sur scène, c'est un peu complexe à gérer. Ouais. Surtout quand on dit qu'il y a des décisions sur lesquelles on n'est pas d'accord. Je pense notamment récemment au championnat d'Europe, où j'ai battu Agushka. Première fois de ma vie que je la bats, elle est 4 fois championne du monde. Et pour moi, c'est ma plus grosse rivale, encore aujourd'hui, tu vois. Je sais que là, au Kenya, je suis sa target, elle me l'a dit. En gros, à chaque compète, elle a une target. C'est-à-dire qu'elle a une fille qu'elle veut abattre. Cette année, c'est moi. Elle m'a mis la pression avec ça. Et en vrai, elle veut m'avoir mentalement, elle m'aura pas, je pense.
j'espère. Mais quand je la bats, elle est pas d'accord avec la décision. Encore aujourd'hui, elle pense qu'elle gagnait, tu vois. Moi, je suis absolument pas d'accord, mais je comprends, tu vois. Elle a sa notion du freestyle, j'ai la mienne. Mais ça a mis une petite tension, tu vois. On est potes de ouf, hein. Vraiment, je la kiffe trop. Mais le soir, j'ai vu qu'elle était un peu... Tu vois, c'est dur à gérer. Tu viens de perdre, t'es pas d'accord avec la décision, c'est ta pote, mais... Vas-y. Une petite famille, ouais. Ouais, il y a quand même ce côté un peu tension. En fait, j'adore la compète, mais ce côté-là, je le déteste, tu vois. Ouais. Ce côté un peu tension, un peu... Tu sais pas trop comment agir avec, parce que c'est ta pote, mais d'un autre côté, si t'es trop pote avec, comme je l'ai été à Miami, tu te fais manger, tu vois. Parce qu'elle, sur la scène, elle va pas être sympa avec toi, tu vois. Ouais. Du coup, ça, encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal, mais je travaille dessus. Donc... J'avais pas du tout vu, tu vois, tout cet aspect-là où vous êtes tous amis les uns les autres. Ce que j'avais beaucoup vu en préparation, c'est que il y a quand même une culture hip-hop, une culture un peu underground du battle où tu t'affrontes, où il y a un jeu psychologique important, et dans lequel aussi le public peut prendre une part importante, et dans lequel le jury est complètement influençable. Mais exact. Tu vois, et moi, du regard que j'avais, justement, alors avec toi, c'est différent. Mais chez les mecs, souvent, c'est un peu celui qui est le plus show-off, celui qui tape, celui qui crie le plus fort, quoi, qui gagne. En tout cas, c'est l'impression qu'on peut avoir, tu vois, de l'extérieur. Ça aide. Ça fait pas tout, clairement, pour être honnête, mais ça aide. Je sais qu'il y a plein de battles qui ont été balancés de l'autre côté avec l'attitude. C'est pour ça que moi, depuis 2 ans, je travaille extrêmement là-dessus. Et qu'aujourd'hui, je pense que toutes les meufs disent que attitude battle, pour le moment, je suis celle qui va le plus, tu vois. Peut-être des fois, j'y vais trop fort même, mais... Qu'est-ce que tu fais ? Je provoque l'adversaire, tu vois. S'il y en a une qui va commencer à vouloir faire un geste que je fais et qui va me regarder en mode je vais le refaire et je vais lui dire voilà, tais-toi, qu'est-ce qu'il y a maintenant. Tu vois, je vais être un peu dans la provoque, mais à la fin du battle, on est recopines et il n'y a aucun souci, tu vois. Mais juste sur le moment, je vais te montrer que j'ai confiance en moi, en fait. Et je sais que ça peut déstabiliser. Donc si au final, tu vois, je sais comment déstabiliser l'adversaire. Mais c'est pas en parlant. C'est plus en réussissant mes gestes et montrer que voilà, je suis là, quoi. C'est vrai que tu vois, il y a 2-3 vidéos où tu sais, moi je te suis sur les réseaux, on te voit, t'es toujours souriante, toujours hyper avenante, et tu fais pas le même, t'as pas du tout la même visage en compète. C'est trop drôle parce que c'est vraiment le truc du duel, je trouve, qui est assez. C'est très drôle parce que cette attitude battle, je la travaille que depuis 1 an ou 2. Avant, j'étais pas comme ça. J'étais full sourire. En fait, j'ai vu que je me laissais trop faire en battle et que malheureusement, même si j'avais potentiellement le niveau, je voulais être sympa. Tu vois ce que je veux dire ? Et je me suis dit non, maintenant c'est terminé. J'ai commencé à regarder beaucoup de battles de break. J'ai vu un peu leur attitude. Je me suis dit, je vais essayer de m'inspirer un peu et d'être comme ça, tu vois, d'être plus dans l'attitude de provoque, dans l'attitude de allez, viens, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire et tout. Et en fait, j'ai vu que ça me plaisait et ça me permettait d'être en confiance aussi. Ça, faut le préciser. Du coup, j'ai continué, j'ai travaillé dessus. Et c'est très drôle parce que mon copain, il a regardé mes championnats du monde en direct cette année, sur un live. Et je crois qu'il y avait des collègues à lui à côté et tout. Il m'a dit, mais c'est pas elle, hein. J'arrive, même lui, il me reconnaissait pas parce que justement, j'ai le visage très fermé, très provoque, tu vois. Et je suis pas du tout comme ça dans la vraie vie. Donc je me dis, en vrai, putain, les gens qui me connaissent pas et qui me voient en compète, ils doivent me détester. Parce que tu sais, je suis peut-être trop full provoque. Je sais pas encore si je vais réduire ou pas parce que pour moi, ça me permet quand même d'être confiante. Donc c'est important. Mais ouais, ça a beaucoup changé, j'étais pas comme ça avant. Mais tu vois, ce que j'admire beaucoup chez toi, c'est un peu aussi cette capacité à un peu te libérer du regard des autres, tu vois. Et dire, ok, si je suis comme ça et que ça me fait gagner, je le suis. Là où, tu vois, certains pourraient un peu juger, tu vois, en France, il faut que les champions, ils soient sympas, il faut qu'ils soient souriants, il faut qu'ils soient fair-play, il faut qu'ils soient gentils, il faut pas qu'ils critiquent l'arbitre, machin. À un moment donné, c'est en du fait, sport, hein. Ouais, il y a quand même une part d'ombre, tu vois, une part d'ombre en toi qu'il faut aller chercher, une part de colère, et qui, dans certains moments, tu vois, en fait, ne pas être fair-play, dans certains moments, ne pas être humble, dans certains moments, être un peu égoïste, être méchant, ça te sert, en fait. Oui, ça peut servir. Ça peut servir. Pas tout le temps, tu vois, mais quand tu dis il faut être gentil, il faut être souriant, tout ça, tu peux l'être en dehors de la scène. Quand tu es sur la scène, tu peux être une personne totalement différente et c'est pas grave. Tant que ça reste dans le respect, c'est ce que j'ai toujours dit, de toute façon. La provoque en battle, c'est totalement ok. Dans le hip-hop, dans le freestyle foot, peu importe, c'est totalement ok. Il faut juste respecter l'autre, ne pas franchir certaines limites qu'on a pu voir dans le break. Je sais pas si t'as vu des dingueries où tu sais, le mec il prend sa tête et enfin, je sais pas si ça va un peu loin. Ça, pour moi, c'est un peu exagéré et c'est manquer de respect, tu vois. Et ça, jamais dans le freestyle tu verras ça, je pense. Mais tu vois, dans le freestyle, à l'échelle du non-respect, le pire truc qu'il y a eu pour moi aujourd'hui,
ça s'est réarrivé cette année, mais je vais prendre l'exemple de 2019, ce qui m'a plus marqué. C'est, tu sais, quand on est 1 contre 1 en face sur la scène, il se peut que tu fasses un drop. Donc un drop, la balle tombe, ça te fait perdre des points, évidemment, enfin, c'est comptabilisé. L'autre te la rend très vite, parce que sport familial, entraide, on s'apprécie tous, comme je t'ai dit. L'autre, il se précipite sur la balle. C'est un des seuls sports où s'il y en a un qui rate, son adversaire, il se précipite pour l'aider, tu vois. C'est quand même fou, en vrai, quand tu as du recul là-dessus. Il y a très peu de sports où c'est comme ça. En break, il y en a un qui tombe, il va pas le relever, l'autre, tu vois, jamais de la vie. Et du coup, il y a eu un moment lunaire, en 2019, où c'est Yessé contre Boyka, et où Yessé drop, la balle, elle passe devant Boyka, il la regarde comme ça, et elle tombe, tu sais, de la scène. Et ça, pour te mettre à l'échelle du non-respect, c'est le pire truc pour moi que j'ai vu dans le freestyle. Parce que pour moi, c'est irrespectueux de fou. Mais tu vois, on est mignon. C'est normal. Voilà, mais nous, on est sage, on est tout mignon, tu vois. Mais ça, tu sais que ça m'a marqué. Moi, si ça m'arrive, ça, je pense que je m'énerve de malade. Hein. Parce que ça te fait perdre du temps. Tu sais, t'as que 30 secondes par round, la balle, elle part. Le temps qu'elle revienne, si ça met 15 secondes, t'as perdu 15 secondes de ton round. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est pas cool. Faites pas ça. C'est marrant. Enfin, tu vois, ce paradoxe est hyper intéressant par rapport à ça. Tu dois aussi créer des figures pour être original. Là, on peut faire un petit disclaimer, mais en gros, ce matin, j'ai vu ton entraînement. Il y avait des figures que tu vas faire en compète. Il faut pas les montrer. Ouais. Donc, on les a filmées, mais on les montrera pas avant la compète. Comment est-ce que toi tu fais pour créer des nouvelles figures? Alors déjà, moi, je suis pas du tout la freestyleuse créative, dans le sens où je suis pas connue pour ça, dans le sens où j'ai pas créé beaucoup de gestes et je m'inspire énormément des gars, comme je t'ai dit. Donc ce que je fais, c'est que moi, je regarde beaucoup de battles, que ce soit dans la vraie vie quand je suis au compète ou après je les regarde en replay sur YouTube en boucle. Et je m'inspire beaucoup, tu vois. Je vais voir un geste qui me plaît et je vais me dire, ah, mais si je le fais différemment, peut-être que, tu vois, c'est pas vraiment de la création pure et dure où je prends un truc de zéro et c'est moi qui fais tout le truc. Je vois un truc qui me plaît, je le modifie un peu et je me dis, ok, là, je peux faire un truc cool, tu vois. Je regarde un peu s'il y a des filles qui le font. Si je vois que non, je me dis, bah, vas-y, je vais taffer dessus. Ça peut apporter du plus, tu vois. Mais c'est pas mon fort. En vrai, déjà, j'ai dû en créer 3-4 max, je pense, dont un que j'arrive pas à maîtriser, comme t'as vu ce matin. Calvaire. C'est déjà énorme, non? C'est pas beaucoup. En fait, c'est pas beaucoup pour un freestyle. Non, mais tu demandes en skateboard, en non, roller et tout. Les mecs, si déjà ils arrivent à faire un trick nouveau, c'est genre Non, mais c'est pas pareil. Déjà, sur les 3, il y en a 2, c'est des variations de jazz qui existent déjà. Donc, c'est très facile à faire. Et dans le freestyle, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un sport qui est arrivé dans les années 2000. C'est très récent. La marge de progression, là, elle est encore énorme, alors que le niveau, il est stratosphérique cette année, tu vois. Donc, quand tu sais qu'il y a encore une marge de progression qui est folle, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va créer à l'avenir, tu vois. Il y a des mecs qui vont faire des triple backs avec la balle. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être n'importe quoi. Non, ça va être n'importe quoi. Donc non, c'est pas énorme. Il y a des freestylers très créatifs. Je pense notamment à Lubin en France, par exemple, qui a été champion de France il y a 3 ans, je crois, qui lui est full créativité. C'est-à-dire que tous ses tricks, c'est lui, tu vois. Et ça, je trouve ça fou. Parce que, en plus... Mais t'es sûr qu'il part de la place blanche à chaque fois? Comment? T'es sûr qu'il part de la page blanche? Oui, bah après, c'est des accros et tout. Lui, il est vachement dans les acrobaties et tout. Et il arrive à faire des choses qui sont jamais vues dans le freestyle, mais qui dans le break existent, tu vois. C'est quelque chose qu'il rajoute avec sa balle, il met sa petite touche et c'est trop cool, tu vois. Mais pour moi, c'est encore plus dur parce que, en plus du côté technique où tu dois bosser sur ton geste, t'as tout le processus d'imagination et de création qui est dur, tu vois. Et en vrai, lui, il en a énormément des cartouches et il y a plein de freestylers comme ça. Et c'est pas ce qu'ils prônent le plus, tu vois, en compète et tout. C'est pas eux qui se démarquent le plus, mais de plus en plus. Tu vois, là, on arrive dans une era où, justement, tout ce qui est créatif, nouveaux gestes et tout, depuis 1 an ou 2, là, où ça commence à bien rapporter, quoi. C'est plus ouais, c'est beaucoup plus mis en avant maintenant. Ok. Donc toi, c'est beaucoup... Tu vas chercher des gestes chez les mecs, tu regardes ce qui t'inspire, tu essaies de les adapter avec ton style. Exact, et c'est ça. Tu les mets en place. Exact, ouais. Okay. Après, je m'inspire aussi d'amis à moi avec qui je freestyle. Je les vois faire un truc, je trouve ça trop cool. Je fais, allez hop, je fais pareil. Mais ça m'a marqué ce matin quand je t'ai dit, de qui tu t'inspires, et tu m'as dit, je regarde pas les filles. J'étais là. Ouais, ça peut être très mal vu de dire ça, mais c'est réel dans le sens où aujourd'hui, le niveau qui m'inspire, c'est le top mondial des mecs, tu vois. C'est vraiment le niveau où je me dis, putain, si un jour il y a une meuf qui est à ce niveau-là, c'est une dinguerie, tu vois. Parce que, on va pas se mentir, il faut être honnête, il y a un écart énorme entre les gars et les filles. Je sais pas
exactement à quoi c'est dû, mais pour moi, c'est déjà le nombre de gars qu'il y a. Ouais. Forcément, ils se poussent beaucoup plus parce que ils sont énormément, donc pour avoir sa place, il faut se battre beaucoup plus. Après, on va pas se mentir, il y a aussi la génétique, on a moins d'explosivité, même si il y a certaines exceptions, il y a des filles qui ont plus d'explosivité que certains gars, il y a aucun souci là-dessus, je suis d'accord. Mais de manière générale, on a moins d'explosivité, moins de force, ce genre de choses naturelles, tu vois, au final. Et ce qui fait qu'il y a une différence qui est grande. Et je pense que pour progresser, il faut s'inspirer des meilleurs. Et vu qu'aujourd'hui, les meilleurs, c'est les garçons, je regarde beaucoup les gars et c'est un freestyle qui m'inspire vachement plus, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup plus de trucs où tu dis, mais comment c'est possible, tu vois. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est que quand on me voit freestyler, on se dise, mais comment c'est possible de faire ça? Ok. Voilà. Mais en vrai, je pense que c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que l'écart, il va quand même être vite rapproché. Ouais, mais il se rapproche déjà. Toi, tu fais partie des têtes brûlées, tu vois, qu'on vu des vidéos de mecs et qu'on vu, tu vois, les 2-3 filles qui s'entraînaient à l'époque et là, vous êtes arrivés. Et là, je pense, tu te rends pas compte, mais je pense que t'inspires toute une génération de jeunes filles qui ont envie de s'y mettre, quoi, tout simplement, et qui disent, waouh, c'est possible. C'est un peu le but. Moi, j'ai commencé comme ça avec quelqu'un qui a fait une vidéo YouTube de compilation. Donc, le but ultime, c'est de faire commencer des gens ou même de les faire comprendre que certaines choses sont possibles malgré certaines difficultés, tu vois. C'est pour ça que j'ai commencé les réseaux, d'ailleurs. Mais pour revenir au côté, du coup, inspiration des gars, je suis totalement d'accord pour dire que l'écart va se resserrer parce que c'est déjà le cas. En vrai, tu regardes des battles d'il y a 4-5 ans, tu vois le niveau des filles, tu vois aujourd'hui, tu te dis, waouh, les gens ils réalisent pas, mais oui, évidemment. Après, ça va prendre du temps parce qu'évidemment, celui des gars, il est sans arrêt poussé de plus en plus et tout. Ouais. C'est pareil des deux côtés, mais il y aura toujours ce truc de différence de force et tout, tu vois, où c'est logique, c'est tout bête, mais tu vois, le backflip catch, t'envoies la balle en l'air, tu fais un backflip et pendant que tu fais le backflip, tu réceptionnes la balle entre tes deux genoux. T'atterris, t'as la balle entre tes deux genoux. Aucune fille ne l'a fait aujourd'hui. Aucune fille ne l'a fait. Chez les gars, c'est un geste, tu le vois 10 fois par compète, tu vois. Ça a été me regarde pas comme ça. Ils rentrent tous le backflip, en fait. Non, pas tous. Le top 10 mondial, ils rentrent le backflip. Il y en a beaucoup qui le font, ouais. C'est quelque chose de, je sais pas, qui fait peut-être plus peur aux filles, tu vois. Moi, je sais qu'il y a eu un challenge qui s'est lancé pour moi en 2021 où j'ai voulu l'apprendre. Donc, j'ai appris le backflip sur un trampo, après sur du sol avec un matelas et tout. Et malheureusement, j'ai chuté sur la nuque et ça m'a bloqué. Mentalement, genre, j'ai peur aujourd'hui de le faire. Mais je sais que j'ai eu à un moment cette envie d'être la première à le faire, tu vois. Est-ce que ça reviendra? Peut-être, parce que je me ferme pas les portes. Après, ça prendra peut-être plus de temps. Parce que justement, j'ai eu ce blocage, tu vois. Donc, j'aurais pu... Il y a un monde où j'aurais pu être la première à faire un backflip catch. Ouais. Il existe toujours, mais c'est pas d'actualité en ce moment. Mais je sais que tu fais plein d'autres figures que les autres ne font pas, donc et donc si c'est pas celle-là, c'est pas grave, ce sera une autre, tu vois. En vrai. Et tu sais où c'est qu'on voit que le freestyle féminin il évolue de fou? C'est qu'aujourd'hui, des fois, quand tu regardes des battles du coup de filles ou quoi, avec des potes à moi qui sont champions de France de freestyle ou quoi, donc garçons, j'ai déjà entendu des phrases du style, mais là, ce set-là, en parlant d'un passage d'une fille, du coup, il tape un top 8 mecs, quoi. Et tu vois, c'est trop agréable d'entendre ça parce que, évidemment, qu'on est conscient de cet écart-là, mais quand on voit tout le travail qu'on fournit et comment on se pousse toutes chaque année, c'est trop bien de voir que il n'y a plus elles sont la meilleure des filles, elle fait même pas top 100 gars. Non, c'est plus d'actualité, ça, pas du tout, pour le coup. Mais tu vois, et ça, c'est quand même un très beau. Enfin. C'est un très beau signe d'égalité et d'écart qui se resserre. Parce que si tu prends le tennis, Serena Williams, elle n'est pas dans le top 500 hommes. C'est ouf, ouais. Tu vois, ouais, c'est sûr et certain. Mais après, on est moins, c'est pour ça aussi. Ouais. Si vraiment il y avait 1000 gars, je pense que ce serait pareil, tu vois. Bien sûr, peut-être. Mais pour te dire, tu vois, à quel point l'écart sur certains sports, il est encore plus féroce. Je suis là en Formule 1 aussi. Il n'y a aucune meuf en Formule 1 en vrai. Et je crois qu'il y en a une en Formule 3, je crois. Une ou deux même, peut-être F2 aussi. Ouais. Mais si un jour on arrive à avoir une meuf en F1, c'est... Là, aujourd'hui, en tout cas, avec l'extrême de ce sport, je dirais, ce serait trop cool, tu vois. Ouais. Moi, je kifferais en tout cas. Ouais, il faudrait qu'il y ait plus de filles pilotes, plus de filles... Même au championnat de France de karting, tu vois. Si tu vas au championnat de France de karting, je pense que tu as quasiment zéro... Ouais, il y a beaucoup de sports comme ça. Ouais. L'heure tourne et on arrive bientôt à la fin. Je me suis un peu perdu dans mes questions là, mais on a déjà vu beaucoup de choses, donc ça c'est cool.
C'est quoi la motivation? C'est quoi le truc qui te motive tous les matins? Hormis, je parle pas de résultats, je parle de petites voix intérieures de toi. Je pense que c'est le sentiment que tu as à la fin d'un entraînement, de satisfaction, déjà je viens de m'amuser, je viens de passer un moment où voilà, je me suis amusée, j'ai pris du plaisir et en plus c'est fait, tu vois. Genre, j'ai fait mon entraînement, j'ai progressé, ça va m'aider pour la suite. C'est ce petit sentiment de satisfaction, je pense. Ok. S'il y a une jeune fille qui vient te voir et qui te dit, tu vois, elle a 15 ans, elle est comme toi quand tu commences, tu vois, elle te dit, ouais, j'ai envie de devenir championne du monde. C'est quoi la chose qu'elle doit absolument savoir et qu'elle sait pas encore? Qu'il faut pas compter ses heures d'entraînement, je pense, et qu'il va falloir être très patient parce qu'on n'a pas des résultats qui arrivent dans la seconde où on demande quelque chose. Et surtout, quelque chose que moi j'ai pas fait, que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est de prendre soin de son corps, de s'écouter au maximum et de pas forcer sur des blessures ou de pas vouloir se reposer parce qu'on va manquer des jours de training. Non. Si tu te blesses, tu vas en manquer plus que si t'en prends un pour te reposer. C'est un petit message à moi-même, ce que je suis en train de faire là. Mais non, ouais, ça c'est très important, ouais, d'écouter son corps au max et d'en prendre soin le plus vite possible. Ok. C'est ça que tu ferais différemment, peut-être? Ouais, c'est le seul truc que j'aurais fait différemment, ouais, je pense. Ok. Plus d'étirement, plus de mobilité. Ouais, c'est ça. Plus d'accompagnement, aller voir plus de médecins et tout. Réduire les heures d'entraînement aussi, parce que la période de 7 heures par jour, elle a quand même duré longtemps. Et ça m'a quand même éclaté un pied droit, comme je t'avais expliqué. C'est ouf, le volume de travail que t'as encaissé, quoi. Ouais, j'aimerais bien savoir combien d'heures d'entraînement j'ai fait depuis le début. Ça doit être stratosphérique. Bah là, depuis que j'ai l'Apple Watch, oui, mais j'aurais bien aimé depuis 2015, quoi. Pas de carnet d'entraînement? Non. C'était un peu tard. Non, ouais. Puis flemme. En vrai, il y en avait tellement que... À reprendre depuis le début, là, c'est pas facile. L'avant-dernière question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il y a un écart entre les réseaux sur lesquels le foot freestyle a explosé, et t'en fais partie, et un peu la notoriété du quotidien, tu vois? Je comprends pas la question, si tu peux là. C'est vrai qu'elle est pas bien posée. Moi, j'ai l'impression quand je regarde, tu vois, les différents shows, quand je regarde différents réseaux sociaux, que vous êtes des stars internationales. Okay. De ouf. Et une fois, je parlais avec un judoka et il me disait, ouais, bah, je suis champion olympique, mais là, dans 2 semaines, je pars en Azerbaïdjan, dans un gymnase. Il va pleuvoir par le plafond. Il me dit, ma vie, les Jeux olympiques, c'est une fois tous les 4 ans et ça fait un peu pareil. Il dit, ça fait pas rêver, tu vois. Le reste. Okay. Et je me demande, est-ce que dans le foot freestyle, il y a un peu cet écart aussi de notoriété, tu vois, entre les réseaux qui sont en train d'exploser et que des fois, la vie, en fait, elle ramène un peu à la réalité, quoi. Ouais, je pense que c'est comme ça dans tous les domaines, en vrai, dans le sens où, bah, en fait, sur les réseaux, tu montres pas forcément les trucs compliqués et tout, tu vois. Moi, je sais que je le fais de plus en plus pour montrer aux gens que, voilà, il y a pas tout qui est toujours facile, toujours beau, toujours rose. Genre quand j'ai des blessures ou quand je passe par des phases de doute ou quoi, j'essaie d'en parler un maximum. Et c'est pas parce que j'ai besoin d'en parler, tu vois. J'ai mes amis, j'ai ma famille, si j'ai envie de parler. C'est plus pour montrer aux gens que... on est des humains, c'est pas parce qu'on est suivi sur les réseaux sociaux que notre vie elle est parfaite, que tous les jours on se fait des œufs brouillés avec le petit jus d'orange frais. Non, c'est pas comme ça la vie. Il y a des jours où c'est très compliqué pour tout le monde et il y a un écard de fou évidemment entre les réseaux et ce qui se passe dans ta vie. Et je saurais pas trop te donner de détails ou d'exemples, mais bah, tu l'as vu, je pense ce matin à mon entraînement. Quand vous êtes pas là, je suis toute seule dans une salle. Des fois il y a personne. T'es là avec ton ballon, tu t'entraînes tout seul. Enfin, ça ferait pas rêver tout le monde, tu vois, je pense. C'est quand même pas simple tous les jours, on va dire. Et tu prends un peu de recul par rapport au réseau et par rapport à la satisfaction des likes, l'addiction à toujours plus de contenu, à toujours plus de vidéos, à toujours plus de... C'est horrible ce que je vais dire. Je crois qu'aujourd'hui, je m'en fous totalement des réseaux dans le sens où je prends ça pour inspirer les gens et pour discuter avec les gens, mais j'ai je me mets aucune pression avec ça. Genre, tu le vois bien, depuis 1 an, je poste quasiment
pas beaucoup. Je fais des contenus de temps en temps pour essayer de motiver ou d'inspirer, parce que c'est ce qui me plaît le plus aujourd'hui. Mais c'est pas du tout comme avant. En fait, je suis passée d'un extrême à l'autre, dans le sens où avant, je faisais une vidéo par jour, toute seule. Je faisais la vidéo toute seule, je la montais toute seule, je mettais la musique toute seule. J'ai toujours fait ça. Tu vois, quand j'avais 15-16 ans et que j'ai réussi à avoir mon ordi, là, je me faisais mes petites vidéos, je postais tous les jours. Je pense qu'il y a eu une période où vraiment je faisais un post par jour et je l'ai peut-être fait pendant 1 an ou 2, tu vois. Et ça m'a matrixée. Ça m'a matrixée. Je me suis dit, attends, parce qu'il y avait des jours où j'avais pas envie. Et j'étais en coloc avec mon meilleur pote à Lyon en 2019. Je me souviens de phases où on se forçait à sortir 1 heure par jour pour aller créer un contenu. On savait pas quoi créer. On avait l'impression de se répéter, de faire les mêmes vidéos, de faire chier les gens, en vrai, pour être honnête et cru. C'est vraiment du contenu pour faire du contenu, tu vois. Il n'y avait pas de but. Et ouais, ça m'a un peu saoulée. Du coup, j'ai un peu arrêté. J'ai fait une pause pendant un moment et puis j'en faisais un de temps en temps. Et aujourd'hui, en fait, je m'écoute moi, en fait. Aujourd'hui, j'ai un rêve, c'est de devenir championne du monde. Donc, je fais mes entraînements de mon côté. Et si à un moment, je suis inspirée pour un contenu ou quoi, je vais le faire parce que je me dis ça peut aider des gens, ça peut être cool, tu vois. Et moi, j'ai des images assez jolies que j'ai envie de partager. Je vais en profiter, tu vois. Mais il n'y a pas de pression par rapport à ça en ce moment. Là, je sais que j'ai un disque dur qui est plein de mes voyages du Mexique, du Sri Lanka et de Bali depuis absolument 3 ans que je dois faire. J'ai genre 3 téras de rush que je dois faire des montages et je les utilise des fois pour des vidéos un peu motivation. Je ressors des images, les gens ils captent même pas que c'était des images d'il y a 4 ans. Et c'est très bien comme ça, tu vois. Je me mets pas la pression. Ouais. Je fais au feeling. T'as bien raison. La toute dernière question que je pose, ça fait pile poil 1h30, on est dans les temps. C'est de savoir quelle est la prochaine athlète ou le prochain athlète que tu me recommandes d'aller voir pour retracer un peu sa life. Ça peut être quelqu'un que tu connais très bien et tu te dis, tiens, ça serait intéressant de l'entendre, ou ça peut être quelqu'un que tu connais un petit peu moins et tu te dis, waouh, je le connais pas assez, je la connais pas assez. Tu me recommandes d'aller voir qui? Pourquoi j'ai personne qui me vient? C'est horrible. C'est fou. On a déjà cité quelques-uns en plus. Ouais. Attends, je suis en train de penser aux athlètes que je suis. Tu me laisses 10 minutes de réflexion, hein? Non, c'est fou, j'en ai aucun qui me vient, genre. Pourtant, j'en suis de fou. Ça peut être, allez, je te pose la question différemment, c'est... En fait, j'ai que des... C'est pas des Français. C'est vrai? Ouais. Et je sais pas, vas-y, le ou la dernière athlète français que t'as rencontré et que tu t'es dit, ah tiens, cette personne, elle a l'air sympa. Le dernier en date. Ça fait tellement longtemps, je crois. Attends. Rencontre que des gens chiants. Non, pas du tout, mais tu sais, en vrai, je suis en train de prendre conscience d'un truc de fou. C'est que... Genre, je suis trop dans ma bulle. Genre, j'ai aucun souvenir d'avoir rencontré des athlètes récemment ou, tu sais, des athlètes qui me marquent, en fait, tout simplement. Ah, si! Ouais, mais t'as dû le faire, en fait. Vas-y, dis-moi. Mais si, de ouf, en fait, je suis débile. Vas-y. Il y a Léon Marchand, là, qui m'a grave aidé pendant mes championnats du monde cette année. Pourquoi il t'a aidé? Il a fait une interview de fou furieux dans laquelle, juste sa première phrase, en fait. Sa première phrase, c'est... En gros, il explique qu'avant, il se mettait grave la pression en compète et tout. Et il dit, un jour, en fait, j'ai compris un truc, c'est... Si je gagne, il va rien se passer. Si je perds, il va rien se passer. Et cette phrase, elle m'a matrixée. Et pendant les championnats du monde, j'étais trop à l'aise grâce à ça. Donc ouais, lui, il a l'air très cool. Je le connais pas du tout. Je lui ai jamais parlé ou quoi. Mais j'avais regardé des interviews de lui cet été. Et il m'avait grave motivé, en vrai. Bah écoute, c'est dans les tuyaux. On met ça. Rendez-vous avec Léon, je te l'enverrai. Ça marche. On te fera une petite dédicace. Écoute, j'ai passé une super journée. Un excellent moment. Merci infiniment pour merci à ton toi. accueil, pour très le temps, réciproque. pour les fous rires aussi, pour les petits apprentissages. Je crois que je vais essayer le slam. C'est le slam, le slap, ouais, le c'est slap. ça. Je t'envoie la vidéo. Tu m'as dit 4 heures max. Non, le tour du monde, je t'ai dit que tu pouvais l'avoir en 4 heures. Le slap en 4 minutes, tu l'as. Tu l'avais presque en plus. Ouais, j'avoue. Donc je m'y remets dès que j'arrive chez moi. Ça va. Et le tour du monde aussi, du coup. Petit défi. Bon, après ma compète. Ça marche. Merci, Johanna. Merci à toi. À bientôt.